Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve cette semaine, ce dimanche normalement 13 juillet, la veille de la fête nationale française. Donc pensez à moi, je vais bosser au Portugal, ils en ont rien à foutre de la prise de la Bastille, je comprends pas. C'est censé être férié dans le monde entier, c'est bizarre, ces gens-là qui sont pas centrés sur la France. Bref, on se retrouve avec Lucré, que je vais mal prononcer Lucre plein de fois, veuillez m'excuser par avance, qui vient nous parler de son armée de KT, de sa première chose. Et donc, bah écoute, Lucré, voilà, tu vois, j'ai déjà déconné. Bonjour et merci à toi d'être là. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs de Ford Baguette. Alors, on va parler de différentes choses. On va te laisser te présenter. On va voir un petit peu, on va échanger un petit peu aussi ta vision sur la 1.5 et sur KT. Et on va parler de ta liste parce qu'en fait, tu fais partie, tu joues pour le tournoi Sword and Baguette qu'on fait en ligne. La liste que les gens détestent déjà, le spam de lanterne, donc qui fait pas mal réagir sur les réseaux anglophones. Alors d'habitude, je suis pas fan de parler des listes spam, etc. Comme le spam de Gyrocopter, mais je pense que là c'est intéressant parce qu'on a une espèce de volée de bois vert qui monte très très vite là-dessus. À voir à long terme si c'est justifié ou pas, à voir à la fin de la vidéo si c'est justifié ou pas. Mais là, voilà, on va en profiter. Tu as énormément de défauts. Tu es très très agréable à chaque fois qu'on a discuté ensemble. Tu as une très très bonne lecture des règles, très très pragmatique. T'as une belle voix. Alors en plus, enfoiré, une belle gueule. Non, c'est chiant, que des défauts. Donc Lucré, pardon, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Vaucré, du coup. Je vais juste en parler rapidement de mon parcours avec de comment j'ai découvert Warhammer, The Old World. Je pense que comme beaucoup de personnes, en fait, en France, en tout cas, c'est mon impression, ça a commencé par Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'on était tous en sixième, cinquième, évidemment des grands fans de la trilogie de Peter Jackson. Et on a commencé à jouer aux jeux de figurines, du coup, de Games Workshop, du Seigneur des Anneaux. Et comme ça, de fil en aiguille, évidemment, tu vas sur le site de Games Workshop pour acheter des figurines et tu vois, il y a une partie Warhammer Fantasy, tu cliques dessus et tu vois, bah voilà, il y a des guerriers du chaos, il y a des hommes lézards, il y a des hommes rats, ça a l'air incroyable et du coup, tu vas essayer. Et c'est comme ça que j'ai découvert du coup Warhammer Fantasy. Mais c'est resté vraiment extrêmement casual, c'est-à-dire que bon, j'ai joué peut-être une dizaine de parties avec des copains du coup, à même le sol, on connaissait vraiment pas très bien les règles, on faisait vraiment ça juste à l'arrache et on était plus focus sur le lore du coup. Et du coup, oui, enfin c'était comme j'ai dit très casual et j'ai fait ça seulement pendant quelques années au collège et après j'ai arrêté. Donc contrairement à beaucoup de personnes, j'imagine j'ai pas eu tout ce traumatisme lié avec à la fin de ah, The End Times et Age of Voilà, la fin de la Sigmar puisque V8. j'avais déjà arrêté de jouer à ce moment-là. Et mais du coup, bah, il y a 1 an et demi, j'imagine, j'ai entendu, je suis par vraiment pur hasard, j'ai entendu dire qu'il y allait avoir une nouvelle édition de Warhammer et du coup j'ai attendu sa sortie et je vais commencer à jouer du coup sur Warhol, enfin commencer à regarder des vidéos sur les sujets et quand c'est sorti à jouer sur Warhol. Sauf qu'après 2-3 semaines d'essai, j'ai complètement coupé les points avec, bon, pour des raisons personnelles, et j'ai pu rejouer du coup pendant 1 an à peu près. Et en début d'année 2025, je m'y suis remis et je me suis inscrit à un tournoi en ligne russe. Et j'ai fini par, j'ai terminé deuxième. Et depuis, j'ai commencé, je me suis inscrit dans plusieurs tournois et j'ai eu à chaque fois des bons résultats. Et du coup, maintenant, j'essaie de continuer sur ma lancée. J'ai découvert du coup la communauté française, la communauté allemande, la communauté anglophone. Et oui, enfin, pour l'instant, du coup, ça me fait plaisir de participer à des tournois et généralement d'avoir des bons résultats. Et ça me fait, euh, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup du coup à toute la partie theorycraft, le list building et comparer les différentes armées, la méta, etc. Du coup, je pense que ça peut être malgré le fait que j'ai en soi pas énormément d'expérience, je pense que dans cette vidéo on va parler un petit peu du coup de la 1.5, de la méta, de KT et je pense que je peux apporter du coup quelque chose d'intéressant aux gens qui découvrent ça et qui s'intéressent aussi du coup à tout ce côté list building de The Old World du coup. Allô, allô?
Ok, j'avais mal appuyé sur mon bouton. Je disais ouais, même si au final tu te considères comme débutant, faut pas oublier que sur The Old World, même si on a des joueurs qui ont joué à toutes les versions de Battle depuis qu'elles existent, même si maintenant ils commencent à être de moins en moins nombreux, la canicule fait son taf. Mais on est tous débutants. Je veux dire, on a tous maximum 18 mois d'XP sur le jeu. Donc des fois, vaut mieux 6 mois bien remplis avec des bonnes analyses que 18 mois à faire n'importe quoi dans une asso, à prendre des mauvaises habitudes, etc. Donc ouais, t'as souvent des analyses qui sont assez fines sur le truc, donc c'est pour ça que j'étais très content que tu me dises que t'avais envie qu'on discute sur la chaîne. Donc allons-y, allez, on y va. La 1.5 avec tous ces changements déjà dans un premier temps, et puis après suivant on pourra parler un petit peu de KT un peu plus en détail. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette 1.5 déjà dans la vie globale et un petit peu plus dans les détails dans un second temps si tu veux. Alors, avant, je voudrais juste rebondir sur le point que tu as mentionné, dans le fait qu'on est tous des débutants. Alors, c'est vrai que au niveau des règles, en tout cas, je pense que tu l'as déjà mentionné dans une de tes autres vidéos, il n'y a aucune partie de The Old World qui a été jouée probablement jusqu'à maintenant où toutes les règles ont été respectées à fond. Parce que c'est juste un jeu qui est tellement complexe, où il y a tellement d'interactions possibles, que vraiment, pour moi, je crois que quasiment à chaque partie que je joue, il y a une nouvelle interaction que je découvre et auquel j'avais jamais pensé avant. Et très souvent, cette nouvelle interaction, il n'y a pas de réponse à ça dans les règles. Donc c'est un jeu qui est tellement complexe que, comme tu l'as dit, en tout cas au niveau des règles, c'est il y a personne qui le maîtrise à 100%. Mais par contre, au niveau de la méta, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué dans le fait, enfin pas qui m'a vraiment choqué, mais que j'ai remarqué, parce que comme j'ai dit, j'ai joué quelques semaines au tout début de l'édition, au moment où ça sortait, et après j'y suis revenu du coup récemment, il y a 2-3 mois, et pendant du coup 1 an, j'ai pas du tout suivi tout ce qui se passait au niveau de la méta. Et quand je suis revenu, et ben en fait, il y avait très très peu de changements au niveau de la méta, et il y avait beaucoup de choses que les gens jouent maintenant, qui en fait avaient déjà été découvertes vraiment dans les toutes premières semaines du jeu. Donc pour juste donner quelques exemples, par exemple les sœurs de l'épine, le truc d'avoir 3 unités de sœurs de l'épine avec des piliers de flamme, et de jouer en mode complètement evasive, de tout éviter, de juste avoir les piliers pour bloquer toutes les charges. Bah, il y avait déjà des gens qui avaient fait cette liste vraiment quelques semaines après la sortie du jeu. Ou bien les gros blocs d'archers empoisonnés pour Khemri, par exemple, pareil. Et ça, c'est quelque chose où j'ai remarqué vraiment que la communauté, quand même, il y a une communauté qui est très investie dans de découvrir qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort, et à peine il y a quelque chose qui sort, ils vont vraiment directement comprendre que ça c'est bon, ça on peut essayer. Et comme j'ai dit, moi j'ai vraiment été impressionné par le fait à quel point la méta en fait avait peu évolué entre les deux. Alors évidemment avec les FAQ, etc., il y a des armées qui sont devenues plus fortes, des armées qui sont devenues moins fortes. Mais dans les grandes lignes, j'ai eu l'impression quand même qu'on avait découvert la plupart des choses qui étaient fortes déjà au tout début du jeu, en fait. Et ça, c'est juste une pensée qui me passait par l'esprit que j'avais envie d'exprimer. Et je sais pas ce que toi t'en penses, du coup, si pour toi, au contraire, t'avais l'impression qu'il y a eu énormément de changements dans la méta durant cette année. Bah, en fait, moi, ce que j'ai apprécié sur cette première année de The Old World, parce que finalement, là, on va dire qu'on lance la saison 2, hein, avec la 1.5, etc., et l'ensemble des arcades journaux à disposition, c'est qu'en effet, toutes les clés, on les a très vite vues. C'est-à-dire, on a vu toutes les clés, tous les outils qui étaient à notre disposition. On a très vite vu que, bah ouais, voilà, tu avais Khemri qui avait des super tirs empoisonnés. Bon, on a mis un petit peu de temps, mais on a aussi vu qu'ils avaient les beaux chaptis, les chaptis avec grand arc, qui avaient des possibilités, etc., même s'ils ont mis un peu plus de temps, 4-5 mois avant de briller sur des GT anglo-saxons, ce genre de choses. Enfin, on les a vus, les trucs qui étaient forts. Je veux dire, la doublette de Dragon Welf, ça a gagné la Adepticon en mars 2024. C'est resté une liste qui était très très forte, même si au final on avait des contres. Moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est que, bah voilà, il y a eu, même si on a vu tout ce qui était fort, tout ce qui était possible, il y a eu cette espèce de méta mouvante où, en fait, alors peut-être que toi, comme t'es arrivé à la fin, entre guillemets, t'as juste pris la photo, la photo finale, mais on a eu tout ce moment-là où, pendant une partie du jeu, on n'en voyait pas des Poison Stars. On n'en voyait pas parce qu'on voyait des gros Pégases, etc., qui allaient faire le taf. Et puis après, quand on a commencé à voir certaines entrées, comment on tuait les Pégases, comment on les contrait, comment on arrivait les forts. Donc il fallait des tanks, des dragons qui étaient intuables. Donc on a le dragon du chaos qui a commencé à apparaître, etc. Et comme on a eu les dragons du chaos, les dragons Welf, et ben on a vu les Poison Stars arriver. Et il y a eu 3 ou 4 étapes en fait où tous les éléments on les a vus, mais ils ont brillé en fait à des moments les uns après les autres. Enfin voilà, on a la pierre qui a brillé, ensuite on a le papier qui a brillé, ensuite on a le ciseau qui a brillé.
Et Mhm. là, peut-être qu'on arrivait au bout et qu'on avait enfin notre équilibre parfait entre les trois. Parce que personne n'était encore arrivé avec le puits, hein, histoire ou un Spock, histoire de tuer un petit peu la méta du Shifumi. Mais on était arrivé à un truc où on avait enfin compris la méta dans son ensemble. Qu'est-ce qui était fort pour telle chose, qu'est-ce qui était pas fort pour telle chose, qu'est-ce qui avait des avantages, des inconvénients, quelle liste était capable de ne pas être une top liste, mais d'être capable d'être une réponse, donc notamment pour du jeu en équipe sur des listes fortes. Je pense notamment aux Zombet. L'Hommette n'est pas un bon bouquin, mais vu que l'Hommette est une très bonne réponse au double Behemoth et à certaines listes bretonniennes, bah en fait, ça existait en tournoi grâce à ça. Ce qui faisait que l'Hommette était très dur à jouer en casual, mais très efficace en tournoi, paradoxalement. Donc, enfin, en tournoi en équipe, attention, parce qu'en solo, c'est toujours compliqué. Mais voilà, cette partie vivante de la méta, ouais, elle était cool. Après, oui, tu as raison. On a, même si on est tous des débutants sur The Old World, on a 20 ans de socle carré compétitif dans différents jeux. On a des mecs qui ont pris des habitudes de theory crafting, de list building dans d'autres jeux. Je pense notamment aux joueurs qui viennent de 40K, qui sont capables d'aller chercher le petit truc. Alors c'est souvent la même chose en fait dans les wargames. C'est qu'est-ce qui est légèrement undercost et du coup on va le faire fois fois 5, fois 6, fois 7 histoire de l'avoir au plus rentable. On l'a vu avec certaines entrées, le spam de gyrocoptère qu'on a eu tout en début de version, même s'il n'a pas été très efficace. Après on a eu le spam de Pégase parce que bah pareil, pas très cher et très rentable, etc. Et tout ça, on l'a eu, mais la vision, ce qu'on a vu en tournoi, quand même, c'était quand même assez varié. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu au fur et à mesure, où tu te disais, ah ouais, tu vois, en ce moment, ouais, c'est plutôt ça qui fonctionne. Du coup, les mecs qui vont prendre les listes DGT, ils vont venir avec typiquement la liste naine avec les deux énormes packs, le gros pack d'Iron Drake, c'est le pack de longue barbe en base. Ok, du coup, bah, comment je gère ce genre de liste? Est-ce que moi, je vais modifier ma liste en fonction? Est-ce que je vais accepter de perdre? Ensuite, il y a eu les Poison Stars. Alors, moi qui joue Humbet, tu joues contre une Poison Star, tu dis tant pis, c'est pas grave, la game suivante sera intéressante. Mais enfin voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça qui étaient cool et moi j'ai bien apprécié là-dessus. Enfin voilà, je sais pas si j'ai répondu à ton interrogation, mais voilà. Moi je t'ai donné mon avis, c'était peut-être fouillis, mais je l'ai donné. Enfin, du coup, tu penses que je suis arrivé au moment où le cercle se complétait, c'est-à-dire on a contré ça, on a contré ça, on a contré ça, on a contré ça, et au final, on est arrivé à la même méta qu'il y avait en tout début d'édition, du coup. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, t'es arrivé au moment où la photo faisait que les outils, on les a tous vus au début, mais on a réussi à avoir les différentes pièces du puzzle qui étaient bien alignées. En fait, on a réussi à les mettre correctement. Parce qu'encore une fois, hein, typiquement, les Poison Stars, on les a pas vus sur les podiums avant septembre de l'année dernière. Donc il a fallu 8 mois, alors que les doublettes de Pégase, la doublette de Dragon, on les a vus en février, on les a vus en mars-avril. Tu vois, chaque chose a pris son temps avant de briller. Mais oui, je pense que si t'es revenu en janvier, je pense qu'en effet, la photo était. Alors après, qu'est-ce que t'en as pensé d'ailleurs? De voir justement que tu avais cette photo avec l'intégralité des éléments qui étaient bien à leur place, qui étaient comme prévu. On avait imaginé que le poison c'était fort, le poison c'est fort. On avait vu que les destins de Pégase étaient forts, les destins de Pégase c'est fort. Que les dragons, la doublette de dragon était capable. Qu'est-ce que t'en as pensé toi justement en revenant à ce moment-là? Bah, je me suis juste senti, comment dire, comme un poisson dans l'eau. J'ai eu l'impression, ah tiens, il y a pas vraiment grand-chose qui a changé. C'est comme, c'est les mêmes choses qui marchent qu'au début. Et aussi, j'étais impressionné par certaines personnes avec lesquelles j'avais échangé au tout début de l'édition et qui m'avaient dit, parce que, ah bah tiens, bah, je me souviens par exemple au tout début de l'édition, je pensais, après avoir lu le livre, le bouquin de règles, que les Zombies étaient une des meilleures armées du jeu. Et je me souviens très bien avoir une discussion avec quelqu'un d'autre. Et ça, encore une fois, c'était une semaine, 2 semaines après que le jeu soit sorti, vraiment très peu de temps après. Et il me disait, ah non, moi je pense que les meilleurs, c'est en premier les rois des tombes, et en deuxième les elfes sylvains avec le triple pilier de flamme. Et, euh, et moi je lui disais, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et maintenant, évidemment, avec le recul, en fait, il avait tout à fait raison. Et encore une fois, moi je suis vraiment impressionné de voir à quel point certaines personnes, aussi si peu de temps après le début du jeu, avaient déjà compris vraiment qu'est-ce qui allait être fort, qu'est-ce qui allait pas être fort. Et du coup, quand je suis revenu, comme je t'ai dit, enfin pour moi c'était assez naturel, c'était les mêmes choses qui étaient fortes qu'avant. Il y a eu une grosse nouveauté entre guillemets, c'était effectivement le bloc de Barbe Longue en un, qui du coup bouge 2 fois, du coup avec la marque forcée et l'enclume. Ça, je pense que c'était vraiment entre guillemets une invention du coup d'Away After Dark, du coup le youtubeur, parce que il me semble, si mes souvenirs sont bons, mais je crois que j'ai regardé un petit peu les réactions des gens,
Donc la plupart des personnes pensaient que le clan royal allait vraiment pas être bon du coup en nain parce que peu de tirs et que le nain était jusqu'à là le nain était surtout vu comme une armée purement de tir du coup avec des longues lignes de rangers et donc ça c'était un gros changement. Ah aussi, non, en fait, il y a un autre changement qui était que les gros blocs de poison, au tout début de l'édition, on les jouait, mais on savait pas encore qu'il y avait tous les tirs qui pouvaient affecter les grandes cibles. Et ça, du coup, c'était un changement dans une des FAQ qui a confirmé que effectivement tous les modèles possibles et les grandes cibles, ça les a rendus directement encore beaucoup plus efficaces. Et du coup, c'est jusqu'au point où du coup les Poison Stars, comme on les appelle, il faudrait trouver un nom français pour ça, non? Les blocs de poison, est-ce qu'il y a un nom qui existe pour ça? Non, non, tu sais, en France, on déteste la langue anglaise, mais dès qu'on a un terme anglophone, on le reprend dès qu'on peut, hein, donc, Mhm. Du coup, ça les a rendus vraiment des prédateurs pour les dragons. C'est devenu vraiment le contre que tu utilisais à chaque fois, du coup, surtout celle je pense en particulier à celle des orques et gobelins qui était vraiment, qui avait une puissance de feu incroyable. Et, mais comme je t'ai dit, non, pour moi, il n'y a rien vraiment qui m'a choqué dans la nouvelle méta de février au moment où je suis revenu. Donc, ouais, je me suis juste senti plutôt à l'aise, on va dire. bon, tant mieux, tant mieux. Et du coup, voilà, la méta en début d'année, tu joues pendant 6 mois, tu fais du tournoi avec des très bons résultats, du coup. Et voilà la 1.5. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette 1.5? Tes premiers feelings, on va dire ce que t'as inside the gut, tu vois, vraiment dans ton Mhm. feeling, en essayant de pas te faire trop influencer par ce que tu vois autour. Que ce soit, parce que je sais que les youtubeurs anglophones sont assez, ouais, c'est excessif, c'est normal, hein, c'est YouTube, je vais pas dire le contraire, ce qui compte c'est de générer du clic. Mais qu'est-ce que t'en penses pour le moment, toi, de cette nouvelle édition de The Allure, parce qu'il faut appeler ça comme ça? Alors, en fait, on en a un petit peu parlé déjà avant. Pour moi, déjà, j'étais très heureux de la plupart des réponses de la FAQ qui clarifiaient certains points de règle, comme du coup, par exemple, Earth and Rampart, le fait que le porteur de grande bannière puisse pas avoir un commandement plus élevé que le général. Il y a plein de petits points de règle comme ça qui ont été clarifiés et où j'étais d'accord avec quasiment l'intégralité. Euh, pour moi, il y a deux gros manquements, on va dire, dans la FAQ. Le premier, c'est qu'il n'y a eu aucun changement sur le chevalier de Sinople, qui est quand même, enfin, c'est un modèle qui vraiment, t'as l'impression tu joues pas vraiment le même jeu, enfin, qui respecte pas vraiment des règles qui devraient vraiment être respectées. Et le deuxième, c'est que, peut-être par inadvertance, mais en tout cas, la régénération a été changée et ça a rendu les rois des tombes et surtout les vampires extrêmement forts et jusqu'au point où c'est encore une fois, t'as l'impression de pas vraiment jouer, ou t'as pas du tout l'impression de jouer sur un pied d'égalité quand tu joues une armée comme, on va dire par exemple les zombettes. Si tu joues contre les vampires, ça peut, ça peut être feel bad. Euh, donc ça, je trouve c'est un petit peu dommage, mais à part ça, je trouve au niveau des changements de règles que c'était assez bien. Et par contre, bon, le plus gros changement clairement de la 1.5, c'est l'introduction des objectifs du coup, et le fait que la façon dont on change les points de victoire. Et ça, alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent du 9e âge, par exemple, qui viennent de 40K ou de Age of Sigmar, pour qui c'est totalement naturel. Pour moi, qui n'ai jamais joué à d'autres jeux, c'est vraiment tout un aspect complètement différent qui s'ouvre. Et pour moi, je trouve ça très bien et je suis très enthousiasme à l'idée de voir du coup toutes les nouvelles possibilités que ça ouvre, toutes les nouvelles unités qui deviennent viables. En particulier, du coup, avant, les bases, c'était toujours une taxe. Maintenant, les bases, ça devient extrêmement important. Il y a énormément de listes qu'on voit maintenant arriver avec 900 points de base. Alors qu'avant, à chaque fois, même quand tu passais de 500 à 660 points de base pour les armées d'infamie, c'était considéré comme un de leurs très gros défauts, du coup, le fait qu'elles aient 660 points de base. Et maintenant, tu vois des armées, du coup, qui ont besoin de prendre 500 points de base et qui en prennent 900. Et où c'est des armées qui sont très bonnes parce que scorer les objectifs, c'est devenu vraiment une partie importante du jeu, on peut pas le dire autrement. Et même si effectivement il y a toujours la puissance de feu, la capacité à détruire des unités qui est toujours extrêmement importante, mais tu peux aussi créer des armées qui ont très peu de capacité de destruction et qui peuvent quand même gagner si elles tombent sur un bon scénario et si elles ont été conçues pour maintenir des objectifs. Et ouais, je trouve que ça ouvre d'autres possibilités, ça enrichit le jeu. Donc pour moi, je suis très content. Comme je dis, il y a juste ce léger problème de balance avec les morts vivants qui sont trop forts
qui est un peu dommage. Mais à part ça, dans le concept, dans ce que ça apporte au jeu, je trouve que la 1.5 c'est vraiment excellent pour dire. Alors, je vois déjà les gens mettre en commentaire. Oui, on fait un amalgame entre la 1.5, le guide du match égal, et comment dire, le format justement du match at play, le format grande armée, grande mêlée, pardon. On fait un amalgame parce que voilà, encore une fois, on joue en 2000 points avec Lux, c'est le format plus ou moins compétitif de référence malgré tout. Donc c'est pour ça, voilà. Quand on vous parle de 500 points de base, c'est les 25% pour en 2000 points. Quand on vous parle des 660, c'est les 33% pour les armées d'infamie. Donc voilà, je vous vois déjà taper, mais oui, c'est normal. Encore une fois, voilà, on est sur un podcast entre nerds du jeu compétitif. Donc on a nos habitudes, donc ne soyez pas choqués. On sait, c'est pas obligatoire de jouer avec les nouveaux scénars. On sait, c'est pas obligatoire de jouer en 2000 points, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et voilà, en organisant des tournois sur Sword and Baguette en ligne, sur le Discord Sword and Baguette en ligne, comme le disait Lucre sur Warhol, c'est le format en fait, qu'on utilise en référence, et c'est pour ça que c'est celui dont on parlera par défaut. Donc ouais, c'est assez intéressant. Donc ouais, clairement la régénération la régénération pour moi c'est une énorme boulette. Je pense réellement qu'ils ont fait un copier-coller sur d'autres jeux, sur les core games au niveau du fonctionnement, dans ce qu'ils voulaient faire. Ils ont oublié que tout le wording de The Old World, le phasage des blessures était différent. Encore une fois, sur les autres jeux, on va allouer à des figurines avant de faire des tests, avant d'allouer les perfs, etc. Sur The Old World, c'est différent. On utilise les profils des figurines, on blesse l'unité et après on retire les figurines. Enfin, le wording précis est vraiment différent. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu mis les pieds dans la semoule au niveau de les pieds dans la semoule. Je pense que ça n'a aucun sens. Les pieds dans le plat, pardon. Au niveau, ils ont pataugé dans la semoule. Voilà, un mélange des deux. Sur la régénération, donc on le rappelle, la régénération maintenant se fait à chaque blessure subie et surtout se fait tout le temps. Donc en fait, vous pouvez le faire sur les tests de terrain dangereux et surtout sur les pertes liées à l'instabilité. Et ça, on a vraiment l'impression que c'est pas volontaire parce qu'en fait, ça rajoute une phase de régénération aux morts vivants, alors que l'instabilité est déjà censée représenter les pertes qu'ils ont en plus. Donc en fait, on est sur une double régène. Typiquement, les packs de garde des cryptes qui vont avoir une régénération à 5+, avec la Drakenhof, vous leur faites 10 points de vie, ils vont passer à 6, et puis s'ils perdent de 6, ils vont perdre que 4, même en retirant encore les éléments à cause de la 5+, qui va retirer un tiers des pertes. Et pareil pour le Prince Démon qui d'un seul coup devient beaucoup plus tanky que ce qu'il a été pendant longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre ce choix de games. Les premiers retours qu'on a des petites oreilles qui traînent à droite à gauche et qui ont échangé avec les développeurs suite à cette fac, qui sont promenés à certains événements en Angleterre. À première vue, c'est vraiment pas volontaire et on va voir. On va voir ce qu'ils font. Mais bon, pour moi, c'est moins grave, paradoxalement, que leur FAQ sur le Herzen Rempart, les touches d'impact, le fait de ne pas être au contact et les obstacles linéaires défendus qu'on a eu en début d'année, qui pour moi étaient vraiment toxiques pour le jeu parce qu'en fait, on mettait un nuage une espèce de nuage de brouillard sur les règles, on savait plus où on était. Là, on peut jouer au jeu tel qu'il est écrit, il n'y a pas de question, c'est juste en termes d'équilibre. Et encore une fois, l'équilibre, ça concerne qui ? Ça concerne les couillons comme nous, ça va, j'espère que t'as pas trop mal au bras. Les couillons comme nous qui jouons en compétitif sur The Old World, alors que le jeu est pas écrit pour. On le sait tous les jours. Juste qu'on l'utilise comme ça parce qu'on prend du plaisir dans ce format-là et dans la notion de essaye de sortir la meilleure armée ou faire le mieux que tu peux avec l'armée que t'es venue. Et clairement, quand tu joues en narratif, quand tu joues en association, c'est pas des sujets. C'est pas des sujets parce qu'en fait, tu t'en fous au final de savoir qui a vraiment gagné. Alors tu vas vanner ton pote, mais au final, la conséquence en général, c'est t'as gagné avec une armée broken, c'est toi qui paieras les binous à la prochaine, au prochain barbecue et on n'en parle plus quoi. Là, voilà. Encore une fois, on se met dans une optique particulière et on se plaint de la situation, mais on pleure la bouche pleine. On va pas se mentir non plus. Après, le fait qu'ils aient quand même décidé de changer les points, qui était quelque chose que, enfin moi du coup je m'attendais pas du tout à ça, ça montre qu'il y a quand même qu'ils prennent le côté compétitif de The Old World sérieusement et que c'est pas juste quelque chose qui existe en parallèle du jeu, mais que c'est vraiment, enfin qu'ils essayent vraiment de prendre en compte du coup tous les gens comme nous du coup qui jouent de façon très compétitive
même si les changements en points, bon, on va pas se mentir, c'était clairement pas suffisant. Je veux dire, 4 points pour les Pégases, 10 points pour le Pégase Royal. C'était, bon, je vais pas appeler ça du foutage de gueule, c'est quand même un pas dans la bonne direction, mais c'était clairement pas suffisant pour montrer que, pour en faire une unité qui est vraiment équilibrée. Mais aussi, je voulais te rejoindre sur le fait que c'était probablement une boulette. C'est aussi, j'ai entendu la même chose, dans le sens où vraiment il y a une pression de la part de Games Workshop sur le studio qui fait The Old World pour justement unifier les règles de régénération et les rendre similaires à celles qui existent dans Age of Sigmar et dans Warhammer 40K. Et du coup, ce serait ça qui aurait donné lieu à ce, je pourrais peut-être pas un contresens, mais qui aurait donné lieu du coup à cet effet négatif sur le gameplay. Et bah, on peut juste espérer qu'il y ait une fac qui vienne avec KT du coup, qui comme ça peut-être en soum soum, qui aussi change la régénération et qu'on ne doive pas attendre 6 mois pour avoir un changement à ce niveau-là. Du coup, parce que aussi, bah, KT, il y a clairement des objets. On va en parler un peu plus en profondeur dans la vidéo. Il y a certains objets de sort, bon, le masque de l'alchimiste, la sentinelle de Jade, font vraiment plus de sens du coup dans la nouvelle avec les nouvelles règles de magie de caster à plus de 3, donc c'est plus fort qu'un niveau 4. Et du coup, enfin moi en tout cas j'espère que dans les 2 prochaines semaines, il y a une FAQ sur KT qui l'aligne avec le reste des armées et qui en profite aussi pour changer la régénération. Et ouais. Ouais, c'est un espoir que je partage. Alors, moi, j'espère une fac Day One, comme ils le font sur 40 000. Ou même maintenant, même les facs sortent avant le bouquin. Enfin, c'est encore un autre, c'est encore plus élevé. Ils sont encore plus loin. Mais ouais, je m'attendais vraiment à quelque chose très rapidement sur le sujet. Alors, est-ce qu'ils vont attendre septembre? Est-ce qu'ils vont laisser passer l'été? Là, ils ont le 18 juin, ils ont un grand raout où ils vont annoncer pas mal de choses. Est-ce qu'ils vont attendre ça et juste après cet élément-là, est-ce qu'ils attendent d'avoir sorti leur rapport annuel pour dire qu'ils ont fait plein d'argent avant de remettre une petite fac et de nerfer KT parce que ce sera des nerfs, clairement. On a perdu ta caméra. Ça sera des nerfs, j'espère qu'on t'entend encore. Oups. Hmm. Il y Yes. a une interruption de la connexion. Donc, ouais, pas de souci. Donc voilà. Clairement, la fac, pour moi, est nécessaire parce que dans le milieu dans lequel on joue tous les deux, clairement, ça n'a pas de sens. La puissance de KT, comme tu l'as dit, les plus 3 pour cast, à une époque où maintenant, il faut un seigneur sur Mortis ou un sorcier avec des gros boosts, et que beaucoup d'armées n'y ont pas accès, vont caster à plus 2 avec un niveau 4 à 250 points. Bon, le Plague of Rust à 35, c'est quoi, c'est 35 points le masque de l'alchimiste. 35 points, c'est ça. Pour caster à plus 3, tu te dis, bon, il y a un problème. Je sais que la Chine, que KT est très active en termes de production d'objets magiques. Hein. Ils ont fourni des anneaux rubis d'héroïne pendant 1 an et demi à tout l'univers de Battle. Mais ouais, non, là, il faut clairement des choses. Mais en tout cas, la transition est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de KT sur tous les aspects? Alors, en parlant de l'aspect... D'ailleurs, c'est que je t'ai pas demandé. Tu joues sur Warhol, mais est-ce que tu joues en physique à côté? Alors, j'ai récemment joué quelques parties en physique. Et le truc, c'est que mon armée, l'armée que je jouais du coup quand j'étais collégien, elle est en France. Et ah, bah, tiens, on n'a pas, toi tu le savais déjà du coup, mais on n'a pas mentionné. Mais j'habite en Allemagne. Et du coup, l'armée que j'avais, c'était surtout les Skaven que je jouais. Et cette armée, elle est restée en France. Et du coup, là, j'habite à Berlin. Et j'ai pas vraiment de possibilité de jouer en physique. Et même si je l'avais, je t'avoue que les Skaven, ça m'enthousiasme pas plus que ça, étant donné que je suis quelqu'un qui essaie quand même d'avoir des listes qui sont très compétitives et que je me, j'ai tendance vraiment à, voilà, donc pour moi, on va dire entre guillemets ma force au niveau du jeu, c'est plus elle est plus basée sur le list building. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de jouer en personne il y a quelques temps, et je dois dire aussi que pour moi, Warhol, ça permet quand même la précision du jeu, le fait que tu puisses faire des réformes, le fait que tu puisses tester n'importe quelle armée. Je trouve que c'est quand même c'est quelque chose que j'apprécie plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient beaucoup plus le jeu en personne, et évidemment, il y a des éléments dans bah, la communication avec l'autre, le fait de pouvoir faire du trash talk, etc., qui existent moins en ligne. Mais je pense, même si j'avais la possibilité de jouer en physique, je pense que je jouerais plus en ligne, juste parce que j'apprécie quand même beaucoup la précision que tu as sur un logiciel comme Warhol.
Alors oui, parce que Warhol est moins précis. Il y a des éléments où il y a des énormes bugs. On pense notamment à tout ce qui est mouvement de tirailleur. On a des désynchronisations des fois qui sont assez flippantes, mais notamment au niveau des roues. Être capable d'avoir une roue précise au dixième de pouce près, on n'aura jamais ça, quels que soient les outils en physique. Et clairement, et pareil pour les notions de radius, pour les rayons entre les figurines. Toute cette tête de jeu, en fait, permet vraiment d'être très très précis. Et j'en parlais justement récemment avec Ayaz, donc Alex, et qui joue beaucoup contre Astellan, c'est un joueur qui vient de 9e âge, et qui vient d'intégrer la communauté Sword and Baguette. Et en fait, lui est un joueur de 9e âge et qui a beaucoup joué sur Warhol en théorie, et il disait, justement, ça me fait bizarre, parce que quand lui il joue sur Warhol, il a les radius dans tous les sens, il a tous les rayons, le rayon du mage adverse, il sait tout, et dès qu'il arrive en physique, il est perdu, parce qu'il a plus toutes ses aides, toutes ses béquilles, etc. Et c'est super intéressant en fait. T'as des joueurs qui vont être très très bons sur Warhol parce qu'entre guillemets ils ont toute l'aide technologique pour le faire. Et t'as des joueurs qui vont être moins bons sur Warhol mais qui sont tellement habitués à jouer sans rien qu'en fait, comme il n'y a pas la même projection dans l'espace, ils vont pas avoir la même vision de jeu, les mêmes checks, des choses comme ça. On a l'exemple de Ricky dans notre équipe sur la baguette. Sur Warhol, la moitié du temps, il fait des énormes conneries parce qu'en fait, il n'a pas la même projection dans l'espace. Par contre, quand tu le mets sur une table, il est bien plus flippant sur une table parce que là, d'un seul coup, le moindre angle, etc., il va le checker, le moindre truc, les angles de vue, là, il va bien voir quand c'est des figurines. Alors que quand il est sur Warhol, moi, je vais pas te dire qu'il mate un animé en même temps qu'il fait sa game, mais des fois, ça peut être le cas, tu vois. Et c'est assez amusant cette espèce de séparation entre les deux types de joueurs, parce qu'au final, on est vraiment sur deux types de joueurs, dans tous les cas compétitifs, mais certains qui vont préférer la précision et les aides technologiques apportées par Warhol, et les autres en fait qui vont préférer malgré tout bouffer de la table. Et puis bon, après pour le côté trash talk, tiens, j'ai peur de t'avoir perdu de nouveau. Après pour le côté trash talk, faites-nous confiance, il y a souvent des sujets quand même, des fois ça monte un petit peu dans les verbes, et ça c'est la partie sympathique. Alors, bon, justement, on parlait de dépendre de la technologie pour jouer, ça tombe bien, on a été abandonné, enfin tu as été abandonné par la technologie pour filmer, donc voilà, on n'aura plus ta cam pour la fin du truc. Alors je sais pas quelle température il fait en Allemagne, mais voilà. Là, c'est froid en ce moment. Moi, je suis juste désolé à tous les spectateurs, évidemment, qui vont manquer du coup de voir mon visage, c'est dommage, mais bon, ils s'en passeront. Bon, du coup, donc on parlait différenciation Warhol versus machin, et KT, du coup. Ton avis sur KT, sur cette nouvelle armée. Alors, toi, tu n'étais pas un joueur, du coup, tu m'avais dit en niveau End Times, etc. Est-ce que tu étais un joueur de Total War qui a fait que tu avais déjà une connaissance de l'armée, ou est-ce que tu es vraiment venu dessus parce qu'en termes de stats, c'est la folie? Alors, vraiment, je sais que du coup, Total War, du coup, ça existe, et ça a l'air d'être, de ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être un jeu qui est excellent. Mais comme je dis, en fait, j'avais vraiment, à part du coup ces 2 années où j'ai joué un petit peu au collège, j'avais aucune expérience avec Warhammer. Et d'ailleurs, moi, j'étais même contre l'arrivée de KT, du coup, en fait, dans The Overworld, parce que je pense, pour moi, en tout cas, la priorité, ça devait vraiment être sur les Legacy. Et je me disais, je trouvais qu'une armée humaine, en plus, encore une qui arrive, on a déjà l'Empire, on a déjà les protos, c'est déjà bien suffisant pour moi. Mais je dois dire qu'après, à l'approche de l'armée, il y a toute la hype qui s'est amplifiée. Et après, il y a le journal qui est sorti et j'étais juste entraîné du coup dans la hype. Et il faut dire que c'est une armée qui a quand même de la gueule. Et c'est une armée qui a des règles intéressantes, qui a vraiment une identité propre. Et du coup, j'ai juste été emballé du coup par ce souffle un petit peu épique qui est arrivé avec l'arrivée de cette armée. Alors que vraiment, à la base, en fait, j'étais plus vraiment dans la catégorie des haters. Hein. Je pense j'étais en mode non, c'est l'élégation en premier, on s'en fiche de KT, pas d'autres humains, on veut les elfes noirs, on veut les nains du chaos, etc. Mais finalement, ça m'a emballé. Bon, super au final que tu sois content par le truc. Alors oui, c'est sûr que quand tu es un joueur Skaven, que tu vois les magnifiques figurines de Skaven pour Age of Sigmar à côté et qu'on te dit bon les gars, on va se concentrer sur le vieux monde, KT. Ouais. Bon, et du coup, niveau jeu, qu'est-ce que tu en penses de KT on va dire en pur et dur, avant même de passer à ta liste en détail, qu'est-ce que tu en penses? Et on va tout de suite poser la question, parce que je sais qu'on a déjà des gens qui réagissent là-dessus.
Est-ce qu'on est dans le premier cas de Power Creep, c'est-à-dire vraiment le dernier codex sorti est forcément plus fort Mhm. que de The Old World, parce qu'au final on avait été un petit peu épargné par ça, parce que finalement les deux armées qu'on a vu le plus performer, bah, c'était le Roi des Tombes et le Roi des Tombes et le Bretonien. Donc au final c'était plutôt raisonnable en termes de power creep, c'est-à-dire c'était la première sortie qui était très très forte, et après les autres ont chopé des outils pour contrer les trucs forts qui étaient sortis avant. Mais là, comment tu le perçois, toi, positif, pas positif, des bonnes choses pour l'avenir, ou au contraire, boîte de Pandore, on est tous foutus, brûlez vos figurines, c'est end time, c'est à nouveau. Alors, non, moi je suis pas du tout pessimiste à ce niveau-là. Je pense que déjà, alors premièrement, l'armée, elle a clairement été conçue avec, en tout cas dans certaines parties, la 1.5 en tête. Pour d'autres parties, non, en particulier pour la réduction des niveaux de magie. Bah, clairement, effectivement, comme on l'a déjà mentionné, le masque de l'alchimiste et la sentinelle de Jade, elles lancent des sorts liés à des niveaux qui sont pas vraiment alignés avec la 1.5. Mais pour le reste de l'armée, clairement, ça a été conçu avec la 1.5 en tête. Et je trouve que globalement, l'armée est équilibrée si on prend en compte du coup des listes qui sont un petit peu moins extrêmes que la mienne, qui se basent pas seulement sur le spam. Pour moi, en tout cas, les vampires et les rois des tombes sont plus forts que KT, même là tout de suite. Et je pense qu'après le nerf qui va arriver, très certainement, ils seront, ça fera pas partie des armées qui vont vraiment dominer la méta, à mon avis. Et la raison pour ça, c'est que malgré le fait qu'ils ont des modèles qui sont extrêmement forts, je pense pas notamment les deux modèles qui sont les plus forts, c'est du coup les lanternes et les Shugengan. Malgré ça, ils ont des bases qui sont très médiocres et avec l'importance que les bases ont prise du coup dans la 1.5, avec tous les objectifs, tous les points qu'on peut gagner avec, les armées qui ont des bonnes bases deviennent encore plus fortes. Et encore une fois, c'est bah, le roi des tombes, le vampire, euh, même par exemple, malgré le fait que les orques et gobelins ont pris plusieurs nerfs dans la 1.5, eh ben, c'est quand même une armée qui est très bonne parce qu'ils ont des bonnes bases. Et du coup, le fait que dans KT, les bases soient aussi limitées, et en fait, je vais même le dire, ils ont pas des bonnes bases, tout simplement. Ça limite l'armée grandement, à mon avis. Et ouais, comme j'ai dit, pour moi, en tout cas, ils sont encore moins forts que le roi des tombes, mais il y a clairement des modèles qui sont trop forts et qui doivent être balancés. J'ai juste l'impression que si ces modèles sont balancés, euh, l'armée en elle-même, comment dire, toutes les armées ont certains trucs qui sont un peu broken, qui leur permet, ou toutes les armées fortes en tout cas ont certains trucs un peu broken qui leur permet d'être compétitifs au plus haut niveau. Et pour KT, c'est les lanternes et c'est les Shugengan. Bon, bah pour les Brotos, c'est les Pégases et le feu et les Tsinop. Pour les vampires, c'est bah, toute l'armée. Pour le roi des tombes, c'est aussi une grande partie de l'armée. Mais voilà, bon, je pense que faut certainement pas le voir comme un power creep et comme le fait que KT va être l'armée qui va tout dominer. Surtout, comme j'ai dit, une fois que les sorliers vont être nerfés, je pense que les lanternes vont aussi être nerfées un petit peu. Ce serait tout à fait raisonnable si c'était le cas. Euh, donc je pense que oui, les gens peuvent s'attendre à ce que ce soit une armée qui soit agréable à jouer, à mon avis. Oui, et Sauf puis, évidemment, ma liste, là je dis pas, je ouais, vais pas ouais, prétendre que ouais. la liste que je joue personnellement est agréable à jouer, mais je pense que dans le futur, une fois que si les gens jouent pas des listes aussi extrêmes, ou si les lanternes sont nerfées, je pense que ça va être une armée Hmm. que les gens aiment jouer et aiment jouer contre. Alors, je t'avoue que tu vois, autant comment dire, autant c'est facile de mettre à jour le masque de l'alchimiste et la sentinelle de Jade en expliquant que par l'évolution des niveaux de magie, le fait que ce soit plus 2 et pas plus 3, typiquement, voilà, ça nerfera bien, ça sera cohérent. Pour moi, je ne pense pas que les lanternes seront nerfées parce que je les vois vraiment comme le spam de Giro qu'on a vu, et en termes de statistiques, c'est assez proche. Même si le bombardement des lanternes est bien meilleur que celui des Giro, et voilà, c'est même humiliant pour le Giro bombardier. Mais je ne sais pas comment ils vont pouvoir y toucher. Est-ce que ce sera soit par une modification de points, tout simplement, hein, tu rajoutes 20, 30 points, 40 points, parce que retirer des règles spéciales, ça me paraît compliqué. On est quand même sur une figurine, enfin, moi, voilà, je sens que je vais me prendre des cailloux, mais moi, je suis pas fan de la lanterne en elle-même. Le spam, comme d'habitude, le spam d'une chose est toujours bon, notamment dans du jeu en équipe.
parce que ça sera très facile de t'éviter certains match-up et les armées fortes en solo ne sont pas forcément en équipe parce que tu as la notion de contre et tu as beaucoup de choses. Mais moi, je suis même surpris, si tu veux, que les lanternes, étant des chars lourds, une lanterne qui finit sur un terrain difficile, elle peut perdre des 3 points de vie. Je trouve pas ça cohérent, en fait, si tu veux qu'une lanterne, elle s'effondre dans un marais. Alors oui, c'est cohérent parce que, bah voilà, ils ont bien dit que le vol dans The Old World, c'était des petits bonds, des choses comme ça. Mais si tu veux, je vois pas la lanterne monter avec le ballon, là, tu sais, monter, redescendre, se poser, insulter les mecs, remonter. Enfin voilà, c'est pas la vision du jeu que j'ai. Et encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont en disant, ouais, les listes spam de lanterne, on les verra pas, etc. N'oubliez pas, encore une fois, on a dit exactement la même chose à la fin de la V5 de 40K, au début de la V6. Les mecs ont dit, ouais, tu connais des mecs qui vont acheter 6 volants d'écran, 9 volants d'écran, ça n'arrivera jamais, et qu'un jour après, sur tournoi, on avait les figues sur table. Donc voilà, n'oubliez jamais que l'être humain, l'être humain est une saloperie et fera ce qu'il a envie pour gagner, parce que s'il considère que gagner le tournoi, c'est un objectif important pour lui, il mettra les moyens pour le faire. Et encore une fois, c'est pas une question de jugement, en fait, on rentre dans les valeurs intrinsèques des personnes. Donc bref, calmez-vous les gens qui vont commencer à hurler dans les commentaires quand on parlera de la liste. Bref, je sais pas comment ils pourraient nerfer les lanternes. Typiquement... Attends, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, du coup, avec le fait que c'était pas très logique avec les marécages et tout. C'est vrai que c'est assez étrange parce que les lanternes, en termes de gameplay, elles sont extrêmement fortes contre les unités de corps à corps, et leur faiblesse, c'est les unités de tir. Bah non, en fait, ça c'est tout à fait fluff, en fait. Mais c'est juste un petit peu étrange le fait qu'elles puissent être engagées en combat alors que c'est des lanternes. Même sur Warhol, par exemple, tu le vois, elles flottent dans les airs et tu vois, il y a une unité de cavaliers qui est 10 mètres sous eux qui sont en train de les affronter. C'est effectivement un peu étrange. Mais en fait, c'est assez logique au niveau du gameplay parce qu'effectivement, elles sont vulnérables au tir, mais qu'elles sont très très fortes contre le corps à corps. Donc, ce qui est plutôt logique pour des lanternes, je trouve. Oui, ça c'est ça, l'idée du zeppelin dont on déchire le ballon, dont on arrive à déchirer le ballon. Voilà. Mais je sais pas, tu vois, je sais pas, est-ce que ça serait pas un changement les passer, typiquement les passer de chars lourds en disant, bon, on a déconné, en fait c'est la cavalerie monstrueuse, comme le sont les gyrocoptères, de manière à être sensible au coup fatal, tu vois, ça réglerait pour moi beaucoup de problèmes. Et enfin bon, voilà, des idées j'en ai plein, hein, j'ai plus d'idées que de pétrole, hein, on n'est pas français pour rien. Mais mais ouais, tu vois, je sais pas trop comment ils vont pouvoir corriger ça. Est-ce que ça sera simplement sur un 0-1 en disant, bah voilà, c'est 0-1 magistrat ou stratégiste de l'armée qui peut monter sur une lanterne, auquel cas tu en auras une en perso, c'est quoi, c'est deux ou trois en rare, je sais plus combien tu peux en placer. Ça dépend si tu utilises le format Combined Arms ou pas. Hmm. C'est vrai qu'il y a le Combined Arms qui peut limiter. Ouais, après tu me diras, t'en auras quoi? T'en auras 4? Deux en spécial, non, une en spécial, deux en rare? Ouais, peut-être. Peut-être que le Combined Arms servira à ça. Donc on rappelle, le Combined Arms, c'est la limitation sur les triplettes, les doulettes, les triplettes. Peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il a été écrit et pas uniquement pour empêcher le spam de Razorgore. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le reste de l'armée, du coup, donc ouais, les bases, on est d'accord qu'elles sont pas folles. Alors l'infanterie est bonne parce que l'infanterie a été nerfée, mais clairement, ils auraient sorti KT, je pense, 6 mois plus tôt. Je pense que l'armée aurait été injouable. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'était une armée de l'Empire en moins stable sur le long terme. Enfin, injouable, je pense pas, mais c'est vrai que quand tu compares, du coup, bon, les lanciers, si tu le compares aux autres cavaleries du jeu, ils sont vraiment pas terribles. Et l'infanterie en général a eu un énorme buff. C'est vraiment un 360 ou un 180, non, c'est un 180 qui s'est produit avec la 1.5 que l'infanterie. Il y avait certaines infanteries qui étaient fortes, mais il y avait aussi beaucoup de mauvaises infanteries. Et maintenant, avec la 1.5, même la mauvaise infanterie a quand même un rôle dans le jeu et peut être intéressante. Et c'est le cas du coup pour les guerriers Jad, qui sont en soi vraiment pas terribles, mais comme l'infanterie maintenant a pris un énorme buff, ils sont toujours intéressants, mais c'est quand même pas une bonne unité dans le sens qu'ils sont moins bons que la plupart des autres infanteries du jeu. Je pense notamment donc, je sais pas, les orques noirs, les gobelins de la nuit, les hobgoblins en Inde du chaos, les gors même, les quoi d'autre, les archers squelettes, les guerriers squelettes, les gardes des cryptes, les gardes des tombes, tout ça c'est de l'infanterie qui, si tu les compares avec les guerriers Jad, sont juste
euh, au niveau Ah, ouais, pour moi, qualité-prix c'est meilleur parce, que les ouais. Garage Lab. Pour moi, c'est parce qu'ils sont dans ce problème de games qui met des règles, enfin, qui pensent pas que les joueurs peuvent convertir. Et typiquement, tu vois, ils auraient le choix payant de jouer hallebarde et bouclier. Il serait peut-être déjà beaucoup plus sexy, parce qu'en fait, l'un des gros Mhm. points forts pour l'infanterie notamment, c'est cette capacité à changer d'arme de corps à corps. Enfin, toutes les unités maintenant le peuvent. Mais en gros, d'être un tour avec bouclier, un tour avec arme lourde si t'as besoin de puncher, si t'as besoin de push. Enfin voilà, t'as beaucoup de choses qui ont changé et qui ont favorisé justement ces unités qui étaient vraiment mal aimées parce qu'au final, bah, tu te retrouvais à payer une option que t'avais jamais. Parce que tu te retrouvais quasiment toujours à dire ouais, bouclier, t'as combien PA-2. Ouais, bon, moi j'aurais que dalle. Pour une save à 6, tant pis, j'essaierai d'avoir une ou deux attaques de force 5 derrière. Bah, là maintenant, on a vraiment des séquences de jeu qui sont différentes. Avec voilà, j'encaisse avec le bouclier, j'ai mon obstiné, j'ai mon shield wall derrière, mon mur de bouclier derrière. Je vais reculer de 2, toi tu vas maintenir de 2. Tu n'auras plus le bonus de charge. Là, je peux prendre mes armes lourdes et là, on peut parler. Et voilà, avec tous les autres bonus. Et c'est peut-être l'élément qui manque en fait à cette unité-là. Après, bon, est-ce que ce serait pas too much si en plus d'avoir des super spéciales, des super personnages et des super rares, si en plus ils avaient une super base, bon, voilà, là on pourrait vraiment Ça. crier au power creep. Ouais, c'est pour ça que je dis, enfin, ils sont forts, mais c'est pas l'armée la plus forte du jeu, à mon sens, du coup, à cause des bases. Et je trouve que du coup, globalement, ça équilibre un petit peu l'armée. Mais peut-être qu'on peut passer rapidement, du coup, en revue certaines autres unités en particulier. Alors, il y a une unité, justement, que je vois quasiment jamais. Je la vois dans aucune liste, j'entends personne en parler. Et je la trouve vraiment absolument excellente. Est-ce que tu peux deviner de quel modèle je parle? Bah, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire le Shungangan, on le voit dans toutes les listes. Le stratégiste ou le magister, on le voit dans toutes les listes. Le guerrier de base, le guerrier de Jade, on n'a pas le choix d'en voir dans toutes les listes. Alors tu pourrais jouer qu'un pack de Jade Lancers. On voit les deux types d'artillerie, on voit les lanternes, on voit les sentinelles, donc il ne reste que le gatekeeper. Alors Est-ce non, que alors c'est... le gatekeeper qu'on voit des fois, d'ailleurs, moi personnellement, je l'ai mis dans certaines listes. Je Est-ce... parlais du Shugangan en niveau 1, que Ah personnellement oui, que je vois ouais, parce qu'on personne joue en prendre 2000. personnellement. Et mais moi je le trouve vraiment excellent parce qu'en tout, avec l'armure lourde et la lame céleste, il coûte que 155 points. Il a un tanking qui est excellent, hein, 6 PEV avec endu 5, armure à 3+, invulnérable à 5+. Donc en gros, quasiment le même tanking que le seigneur Shugangan, a juste un PEV près. Et il a un prix qui bat toute la concurrence. Je veux dire, si pour le comparer à d'autres unités, je crois que les unités qui sont le plus proches, c'est probablement un seigneur exalté du chaos sur Chariot du chaos. Et le Shugangan est meilleur et aussi moins cher. Donc c'est vraiment pour moi une unité qui est un petit peu oubliée et que j'aimerais voir dans d'autres listes. Mais évidemment, je pense que les gens voient le Shugangan en niveau 3-4 et juste le préfèrent au Shugangan niveau 1. Mais je pense qu'il devrait vraiment avoir. Il a beaucoup de potentiel et je pense que c'est une unité que j'aimerais bien voir dans plus de listes, en tout cas pour moi. Ouais, tu vois, vu qu'on a des... Nous, on organise aussi des tournois, donc, les 5v5 en physique, les tournois en ligne sur World, on organise aussi les tournois en 2v2 et 2v2 1000 points. Et donc forcément, ça fait partie des sujets, des figurines qu'on va voir sur du petit format. Parce qu'en fait, bah, tu n'as pas à choisir entre un perso de corps à corps et un sorcier, il fait les deux. C'est un petit cumulard. Et du coup, ouais, malheureusement, il fait partie des choses que je vois sur table, tu vois. Mais c'est vrai qu'en 2000 points, il aurait sa place. Bah, notamment dans ta liste, ça on en parlera, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais pour apporter ce petit punch en plus au corps à corps, ces petits sorts à certains moments. Et en plus, ils ont accès à des objets magiques qui sont vraiment excellents sur KT, avec plein de petites options assez cool. Donc ouais, clairement, ça fait partie. Mais tu vois, moi, c'est clairement le gatekeeper que je vois quasiment jamais. Je pense le voir uniquement dans les gros packs de Jade Lancers, les cavaliers, pour leur donner la première charge afin de casser les rangs Ça va. adverses. Mais et aussi en grande bannière, hein, c'est pas un détail, mais c'est toujours bien une grande bannière quand tu commences à jouer à jouer des unités un petit peu fixes. Mais oui, c'est vrai que en 2000 points, en tout cas, je crois que je n'ai pas encore vu un Shungangan level 1 ou 2. Ouais. C'est une bonne remarque. Ouais. Mais enfin, le Gatekeeper, personnellement, je l'ai joué avant la 1.5, du coup, effectivement, dans un grand pack de lanciers pour donner le plus 1 de résultats de combat et la première charge. Mais après la 1.1, l'infanterie est devenue tellement bonne
que les lanciers, là, tu peux juste. Normalement, une unité de cavalerie, c'est fait pour charger de l'infanterie, c'est fait pour les briser. Mais maintenant, les lanciers, tu charges de l'infanterie avec, bah, ils vont perdre le combat, tout simplement. Donc, ils perdent vraiment. En tout cas, personnellement, moi, j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment les jouer comme ça de façon offensive. Bah, moi, le seul intérêt que je vois pour le moment pour les Jet Lancers, alors comme d'habitude, on me donnera tort, hein, mais c'est de mettre justement un petit pack en embuscade quand tu as des lanternes, enfin quand tu as au moins une lanterne, pour arriver sur 3 plus autour d'eux et arriver à bloquer sur certains endroits que tu n'aurais pas pu aller, et d'autres moments où sur des positions un petit peu fortifiées de machines de guerre où tes lanternes vont commencer à galérer avec les couverts lourds, ce genre de choses, pour donner une source différente d'arrivée et quasiment, alors ça va être un petit peu violent, mais d'essayer de compenser en fait cette absence de petits tirs légers qui fait que KT a des fois du mal à aller chercher des petites unités à droite à gauche du MSU, ce genre de choses. Bon, ta liste spam lanterne est évidemment différente, mais ça peut pour moi donner un petit peu de projection et c'est la seule utilité que je vois parce que clairement, pour une unité où pourtant tu as vraiment l'impression qu'elle était écrite comme une cavalerie hyper lourde, vraiment sur le mode des cataphractis. Donc les cataphractis, on est sur les cavaliers, les chevaliers byzantins, des mecs qui étaient quand même voilà, la cavalerie lourde de chez lourde de chez lourde. Alors peut-être que mes souvenirs de Age of Empires sont faux, mais c'est ce que j'ai en tête. Encore une fois, les fans d'histoire, je pense à Benvenuto, n'hésitez pas à marquer en commentaire si j'ai une connerie. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment pas son taf. Alors est-ce que c'est cohérent avec l'utilisation de la cavalerie dans les armées chinoises, etc. Je n'en sais rien, encore une fois, mais je connais quelques batailles entre la Chine et la Corée avec des ratios de pertes qui étaient surnaturels. Alors, est-ce qu'ils étaient romancés ou vrais, j'en sais rien. Mais encore une fois, ma connaissance de l'histoire médiévale, de l'histoire, pardon, pas médiévale, de l'histoire de guerre chinoise est très très faible. Qu'est-ce qu'on a d'autre entre une si on n'a pas d'état? Est-ce que tu as testé Yao Ming? Miao Wing, pardon. Miaoying. Ouais. Je l'ai testé. Alors, moi, je la trouve. Il y a juste un point de règle que je trouve tellement frustrant avec elle que j'ai pas envie de la rejouer jusqu'au moment où. Alors, j'espère que ça va être changé par la FAQ. C'est le fait qu'elle a du coup cette règle spéciale Mastery of the Storm Winds. Cette règle spéciale dit que du coup elle a maîtrisé à la fois le vent du yin et le vent du yang et qu'elle est tellement forte elle peut choisir dans les deux, elle peut même choisir un autre sort signature. Mais par contre, comme elle n'a pas la règle spéciale Lore of Yin ou la règle spéciale Lore of Yang, elle bénéficie pas du coup des vents de la magie qui lui donneraient un +3 à son +3 de portée à ses enchantements ou à sa dissipation ou à ses maléfices, et c'est surtout ça qui serait très intéressant. Euh, et du coup, ça la rend vraiment un peu frustrante parce qu'avec les Shugengan, t'as une chance sur deux de juste gagner 3 pouces de portée sur tes maléfices, ce qui est extrêmement fort, juste vraiment parce que ton adversaire peut pas se reposer sur le fait que tu vas pas l'avoir. Donc si tu as un Shugengan, par exemple, qui a le sort signature, les vents de. Il me semble que ça s'appelle les vents de l'eau et de la terre, peut-être, tu sais, le sort qui donne Random Movement des Mouvement 6. aléatoire D6, ouais. Un sort très très C'est ça. équilibré. Donc ça, c'est un sort qui est très fort, et il a une portée de 15 pouces. Mais vu que si tu l'as sur un Shungangan, bah, tu as une chance sur deux pour que la portée passe directement à 18 pouces, et ton adversaire, bah, il doit faire comme si c'est 18 pouces. Il peut pas se permettre de juste venir à 15 pouces, et qu'il y ait une chance sur deux pour qu'il se le prenne. Et ça, Miao Ying, elle n'a pas accès à ça, alors qu'elle est censée maîtriser les deux vents. Donc je trouve ça un petit peu frustrant, et je trouve que ça la rend juste moins bonne qu'un Shungangan, même si bon, ça paraît être un détail comme ça, mais c'est un détail qui a vraiment de l'impact, je trouve. Euh, alors, au début de la vidéo, tu as mentionné que tu étais, ou c'était pas, peut-être que c'était avant la vidéo, hein, je sais pas, mais en tout cas, à un moment, tu as mentionné que tu étais surpris que mon adversaire, du coup, de la première ronde du tournoi, l'ait joué en haute magie. Moi, je l'ai aussi joué en haute magie, je trouve que c'est un domaine qui lui va bien. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui a certains sorts qui sont vraiment pas terribles, mais elle peut échanger deux de ses sorts contre des primaires de domaine, ce qui fait que tu as normalement très rarement des mauvais sorts avec elle. Et la haute magie, donc avec Marche entre les mondes et la tempête, c'est quand même deux sorts qui sont excellents et qui, je trouve, marchent bien avec elle. Mais vraiment, les domaines de magie auxquels KT a accès, c'est les mêmes domaines de magie que les hauts elfes. Et c'est des domaines de magie qui sont tous bons. Donc, on peut pas vraiment se tromper avec eux. C'est-à-dire que haute magie, c'est bon. Élémentalisme, c'est bon. Illusion, alors elle n'a pas accès à l'illusion, mais sur un Shlungangan, c'est évidemment excellent. Et la magie de bataille, pour l'instant, c'est mon domaine que j'aime le moins pour KT. Mais c'est quand même un très bon domaine.
Ouais, je suis plus fan pour l'instant sur l'élémentaliste parce que c'est le domaine que je joue le plus. Et autant, en fait, la marche à travers les mondes, alors je sais, on va me dire sur un dragon, c'est très fort, etc. Ouais, mais quand elle est en forme draconique, elle casse à plus un, elle a 2 spells. Donc, enfin, 2 spells par tour, et c'est très compliqué quand elle est en draconique de caster les spells normalement, parce que c'est des spells qui sont très durs à lancer déjà de base. Même les joueurs haut elf avec les relances ont tendance à les louper en haute magie. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu moins fun, mais oui, clairement, Tempest, c'est incroyable. Mais encore une fois, moi j'ai les Mentalistes avec la Bourrasque, le Mystical Passway, le Erzan Rempart, et qui peuvent vraiment, pour moi, te changer des games. Là où une tempête va, dans certains match-ups, tuer la game, et dans d'autres match-ups, avoir une importance quasiment anecdotique. Mais ouais, clairement, encore une fois, c'est pleurer la bouche pleine. Parce que quand tu as accès à ces 3 domaines-là, bon, avec en plus 2 primaires, si je dis pas de bêtises, oh, t'es plutôt pas mal, quoi. T'es plutôt pas C'est mal. ça. Mais enfin, pour moi, du coup, c'est pas un choix optimal. Malgré le fait que, alors je dois avouer que quand j'ai vu pour la première fois, quand tu lis ces règles pour la première fois, au moment où le journal est sorti, je pensais qu'elle était complètement broken. Je dois avouer que quand j'ai vu ça, j'étais directement, j'ai dit aux autres, bon, c'est n'importe quoi, comment il peut faire un caractère spécial comme ça. Mais maintenant on l'a vu à tête reposée, on a vu comment elle jouait. C'est vrai que bon, elle peut pas charger après s'être transformée. Ça limite quand même beaucoup ses possibilités tactiques. C'est toujours super intéressant ce qu'elle peut faire parce qu'elle peut vraiment choisir à chaque phase de commande de se téléporter de 6 pouces. Euh, Elle peut sortir de combat. Elle est très très difficile à tuer parce que le fait qu'elle regagne des 3 PF comme ça et qu'elle peut se sortir de combat. Du coup, moi je la vois presque plus comme une pièce défensive en fait, dans le sens où tu peux la mettre en dragon au début du jeu et il y a certains joueurs qui vont essayer de la tuer. Bon, généralement, ils vont quand même pas réussir à la tuer en un seul tour de tir. Après, hop, tu la transformes en humaine, tu la mets dans ton pack. Du coup, l'adversaire, il a gâché une phase de tir à tirer sur un dragon qui maintenant est juste un sorcier. Et il a perdu tous ses tirs pour rien. Elle peut, enfin, ouais, je la trouve vraiment intéressante, mais elle a pas non plus énormément de pouvoir de destruction, on va dire, parce qu'au final, c'est un level 4 qui a pas de bonus particulier pour ses sorts. Et en tant que dragon, elle a quand même en tout moins de punch, mais elle a quand même ce côté très intéressant qui est que, euh, comme c'est un seul profil, pas toutes ses attaques vont être à la même initiative, donc elle a quand même de la chance de créer pas mal de dégâts. Et aussi, elle a ce test du coup contre les défis. Donc c'est là que tu vois aussi qu'elle a vraiment été créée avec la 1.5 en tête, parce que du coup, elle peut éviter les défis et qu'elle n'est pas soumise à cette limitation du changement des paliers d'initiative. Bon, pour les piétinements quand même, mais c'est moins important. Euh, donc, ouais, elle est très intéressante, mais 485 points de personnages, quand tu peux les mettre sur des magistrats sur lanterne, des stratégistes sur lanterne ou des seigneurs Shogungan, ou même bah, des généraux Shogungan, comme je l'ai dit, le niveau 1 qui est aussi excellent. Euh, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres armées qui seraient très contentes de l'avoir. Et aussi, elle apporte quelques autres trucs qui sont très intéressants, notamment le prix de ralliement, c'est la seule qu'il a dans l'armée. Le commandement à 10, c'est la seule façon de l'avoir aussi dans l'armée. Et aussi les gardes célestes en base. Et là, directement, ça fait passer la base de cadet de très médiocre à tout à fait acceptable, une fois que tu peux mettre des unités de gardes célestes. Mais de toute façon, c'est paradoxal, et tu l'as bien dit tout à l'heure. Il n'y a que le Sinople en fait qui sort de ça, parce qu'en fait, tous les persos spé du jeu sont forts dans des domaines, assez faiblards dans de l'autre, ou un coup en point qui peut être un petit peu désavantageux quand tu veux y aller. Mais tu sais, bien sûr, je pense à Elise Duchard, mais je pense aussi aux persos sorciers chez les orques et gobelins, qui va avoir un lore familiar, mais qui va être que niveau 3, où tu vas avoir aussi le personnage de l'Empire. Personnage de l'Empire qui peut te donner plus 1 pour jouer en premier, donc pour les listes de Gunline, c'est vraiment très très intéressant, qu'on a très peu vu en fait pour l'instant dans du compétitif, alors que sur le papier il est censé être cool, parce qu'il y a un coup en point qui fait que ça peut te calmer, et puis après maintenant ça va être différent, parce qu'on joue de l'infanterie en Empire, donc peut-être qu'il va revenir. Mais encore, parce que je crois qu'il n'a pas reçu son commandement de 10. Contrairement au général de base, enfin bon, C'est bref, ça, peu importe. c'est ça. Il est toujours bloqué à son commandement de 9. Ce qui est très dommage, mais je pense qu'on va quand même le voir parce que Null, du coup, avec la diminution de l'impact de la magie, va probablement devenir plus forte et devenir Ouais.
une des façons principales de jouer l'Empire. Et tu vois, je trouve ça très très bien que les persos spé ne soient, encore une fois, si nobles à part, ne soient pas si impactants dans le jeu et qu'on n'ait pas envie de les jouer à chaque fois. Tu vois, parce qu'en fait, dans d'anciennes versions de Battle, ils étaient tellement forts qu'en fait, il fallait l'accord de l'adversaire pour l'intégrer à ta liste d'armée. Parce que clairement, bon, t'en avais qui étaient nazes, parce que mal écrit, qui étaient juste fun, et t'en avais, voilà, c'était vraiment des tueurs, et tu pouvais rien faire quand tu le prenais dans la bouche, parce que ça pouvait te warper un pack en claquant des doigts, et voilà, tu regardais le truc se faire. Et là, ils sont arrivés sur un truc, voilà, tu as des aspects qui sont intéressants, des gameplays qui sont ouverts, des capacités de protection magique avec Élise du Char incroyables, des doubles lore familières dans certaines armées avec le Orc et Gobelin, ce genre de choses. Et pour l'instant, je suis très content de ça. Et ouais, Miao, tu vois, autant dès le début, je me suis dit, attends, ils sont vraiment en train de nous mettre un dragon avec frappe en premier, qui peut soigner, qui peut redevenir, etc. Parce que avant la 1.5, contrairement au reste de pas mal aux autres entrées de KT, Miao faisait très très peur. Parce qu'au final, elle castait à plus 2, mais comme elle connaissait 4 sorts, elle pouvait quand même les lancer. Les primaires étaient très très bons, elle les lançait à +2, +4. Enfin, voilà, t'avais un très très bon personnage qui au final a été un petit peu calmé avec la nouvelle version. Et puis oui, il y a cette règle de défi qui change énormément la manière de jouer sur The Old World. Où en gros, si l'adversaire a un champion sur un pack d'infanterie bien foutu, t'y vas pas avec ton dragon, quoi. T'y vas juste pas parce que t'es quasiment sûr de perdre. Oui, parce que les bonus de résolution sont tels que c'est défaite ou défaite, donc en général, t'y vas pas. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Bon, est-ce qu'on déclenche la haine? Attends 2 secondes, je vais juste dire enfin, cette règle de défi, effectivement, elle a un impact incroyable, mais il y a encore une fois les Bretoniens qui ont réussi à se glisser entre les mailles du filet, du coup, vu que les ducs et les barons, ils ont tous les deux la même initiative que le Pégase Royal. Ah, Du ça, coup, c'est eux, ils s'en classe. fichent un petit peu des palais d'initiative, ils en ont vraiment rien à faire. Et, mais c'est vrai que cette règle, c'est vraiment, en fait, peut-être le buff le plus important que l'infanterie a eu, parce que si tu as un dragon et et un personnage dessus qui n'ont pas la même initiative, c'est très simple, tu peux pas charger un bloc d'infanterie, tout ça, où tu vas perdre 100% de temps. Vraiment, il y a aucun doute dessus. Euh, juste, oui, sur Miao Ying, comme je disais, c'est juste, elle coûte très cher, elle peut faire plein de choses qui sont très sympas. Et vraiment, je pense que les gens n'ont pas encore bien compris comment jouer contre et comment jouer avec. Mais je pense que, enfin, ma prédiction, c'est qu'elle sera considérée dans la même catégorie que Élise Duchard, comme tu as mentionné, c'est-à-dire un personnage spécial qui est très bien, mais qui n'a pas un effet négatif sur le gameplay où tu as besoin de l'interdire ou ce genre de choses. Oui, contrairement au Sinople qui est très impactant sur les games. C'est ça. Bon, on y va? Tu es prêt à prendre toutes les C'est insultes parti. du monde? Ah ben, je suis pas sûr, mais on verra bien. Je vais essayer d'éviter de lire les commentaires de la Ah, vidéo, probablement. allez, voilà, tu vas voir, je sais pas si t'es habitué à YouTube, mais les premières vidéos où t'apparais, tu regardes les commentaires, t'y peux rien, c'est une espèce de drogue. C'est comme les commentaires sur un post Facebook. Allez, Unleash the Dogs. Allez, est-ce que tu pourrais nous parler de ta liste avec beaucoup d'entrées très très variées, s'il te plaît? Ah ben, avec plaisir. Euh, alors, je dois préciser déjà que c'est l'idée de la liste m'est venue en fait avant la 1.5. Parce que après avoir lu comme j'ai mentionné, après avoir lu enfin pas avoir lu, après avoir vu la vidéo en fait de Squarebased où il parlait du journal, dans ma tête pour moi les deux choses qui étaient complètement broken c'était Miao Ying et le Shugengan. Mais je trouvais que voilà le stratégiste et le magistrat c'était quand même intéressant et j'ai fait une liste du coup avec pareil un spam de ça. Et à l'époque c'était pas considéré comme c'était vraiment le spam de lanterne c'était pas considéré comme le truc le plus fort parce qu'il y avait un corps du coup avant la 1.5, le corps de Fredemund, il y avait la bannière de la Malpierre pour non la bannière de la Oui, de Mal-Lune, la comment lune ça s'appelle Warped pour Moon, ouais, les ouais, hommes de bêtes. la lune distordue pour les hommes bêtes, ouais. Euh, la magie était encore beaucoup plus forte. Enfin bref, tout le monde disait qu'il fallait au grand minimum un Shungangan, un niveau 4 dans toutes les listes, et que jouer une liste sans ça, c'était juste complètement absurde. Et j'ai pourtant eu du coup 2 parties avant la 1.5 qui se sont très bien passées avec. Et après, quand la 1.5 est arrivée et qu'il y a eu le corps de Fredemund qui a en gros disparu de la méta, la bannière de la Mal-Lune qui a disparu de la méta, la magie qui a été nerfée,
directement j'ai compris que ça allait être une liste qui allait vraiment être extrêmement forte parce que les objets magiques anti-vol, c'est peut-être le plus gros contre à la liste, évidemment, parce qu'elles ont vol 8 et mouvement 1. Donc en gros, ils peuvent plus rien faire s'ils se prennent un corps de corps de Predemont. Et évidemment, il y a ce qui s'appelle en français, je sais pas comment ça va en anglais, opportunity cost. Enfin, le fait que je ne prenne pas de magie, évidemment, c'est un choix qui était avant un petit peu étrange, mais qui maintenant, avec la diminution de l'efficacité de la magie, je trouve personnellement se justifie. Et c'est une liste qui est toxique, je pense, dans le sens où il y a certaines armées où c'est un 6-0 assuré, en fait. Parce que les lanternes ont une combinaison de règles qui les rend extrêmement frustrantes à jouer pour les armées de corps à corps. Et du coup, cette combinaison de règles, c'est qu'elles ont tir et fuite, elles ont fuite feinte, elles ont indémoralisable et elles ont désengagement. Et ça fait que, à chaque fois que tu te fais charger par une unité au corps à corps, eh ben, tu peux faire un tir et fuite. Donc déjà, il y a une bonne chance pour que si tu t'es placé assez loin, juste ils loupent leur charge, et que toi, tu aies quand même ton tir de contre-charge. Après, si tu es rattrapé, c'est pas grave parce que tu as fuite feinte, donc de toute façon, tu te rallies automatiquement. Tu peux en profiter pour changer ton inclinaison et du coup forcer l'unité qui te charge à devoir s'aligner à un autre angle que celle où ils voulaient eux s'aligner. Et après, une fois que tu es en combat, elles ont quand même un nombre de PEV qui est très impressionnant, donc 7 pour celles qui n'ont pas de personnage, 9 pour les stratégistes, 10 pour les magistrats. Donc normalement, ils meurent pas en un round de corps à corps. Et une fois que que le corps à corps est terminé, tu peux faire un test de commandement, parce qu'encore une fois, commandement 9, et généralement, tu le passes, et tu peux juste te barrer du combat et ne pas être poursuivi par l'autre unité, ce qui va te donner un deuxième tour de tir sur eux. Et ça démultiplie juste la force de l'armée parce que une gunline classique, elle a un ou deux tirs, un ou deux tours de tir, après peut-être un tir de contre-charge, et après c'est fini. Elle va juste plus tirer parce que toutes les unités seront engagées au corps à corps. Alors que là, c'est une gunline qui se sépare du corps à corps et qui continue à tirer dessus. Donc pour les armées qui misent entièrement sur le corps à corps, euh, c'est très difficile à jouer, voire impossible. Et je pense que cette liste, en particulier contre, par exemple, du Broto Grande Armée ou du Guerrier du Chaos, j'ai très peu de doutes de pouvoir gagner avec. Oui, oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est une liste en équipe. Enfin, encore une fois, c'est assez amusant parce qu'on est sur une idée qui est indémoralisable et qui n'est pas musée à la psychologie. Donc, tu vas dépendre pour moi de tes tests de terreur, tu vas dépendre de beaucoup de choses. Tu as fait le choix de jouer sans magie du tout. Je m'attendais au moins à ce que tu sortes une petite mocharde histoire de dire à l'adversaire, bon, fais-moi un fiasco de temps en temps. Pas du tout. Tu es parti sur le principe d'accepter totalement ces éléments-là. Donc, à mon avis, ce qui te permet de te placer potentiellement une lanterne en plus, avec ce que tu gagnes, voire deux en retirant un Shungen. Donc, non, c'est des choix qui sont assez intéressants. Donc, la liste, clairement, elle est ignoble parce qu'on est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 lanternes posées sur table. Alors 8 étant apparemment un chiffre très important dans la mythologie chinoise, ou dans la civilisation chinoise, pardon. Et donc dans KT, on va dire que c'est fluff, on va se réjouir de cet aspect-là. Donc merci d'être un joueur lore avant tout. C'était intentionnel, évidemment. Évidemment. Mais ouais, c'est... Encore une fois, je vois les défauts. Je vois des défauts. Le fait que tu n'aies aucune résistance à la magie. Enfin, moi, en tant que joueur Umbet, je me dis, bon, c'est un Viltide qui passe quasiment par tour de manière assurée. Ma question, comment je vais simplement protéger mon chaman à tous les tours. En effet, au corps à corps, tu es très compliqué à aller chercher. Mais tu n'as pas tu n'as pas de grande bannière, tu n'as pas de vétéran. Donc, après, tu as commandement 9 autour des 4 personnages. Donc, mais comment tu vas jouer s'il y a des sources de terreur, etc. Mais c'est des choses qui sont très très intéressantes et je pense que les matchs peuvent être bien. Moi, ce qui me surprend, c'est typiquement, voilà, on a vu une game ce matin. Les adversaires se mettent rarement à couvert lourd avec leur artillerie, enfin de l'artillerie à couvert lourd. Tu vas souvent galérer à les toucher, si je dis pas de bêtises. Donc enfin, t'as quand même des match-ups qui sont compliqués, comme tu l'as dit, les armées qui tirent. Je pense à l'armée en aval qui joue Empire sur le truc, qui joue un pack d'arbalétriers damage 2, plus 3 grands canons. Je me dis, mais t'as pas envie d'être en face de ça quand tu joues ta liste de lanternes. Après, tu peux dire, voilà, je vais prendre le toss, je vais lui mettre la pression. Enfin, en fait, je trouve que l'armée est forte et au même titre que le spam de gyrocoptère, va avoir de très très bons match-ups.
et va en avoir des horribles. Enfin, encore une fois, la liste Bochati en culte mortuaire a été nerfée sur la magie, mais est toujours capable, enfin, c'est toujours capable de sortir deux packs de Bochati sur une table. Et donc, bah, de te warper au moins 2 lanternes par tour. Il faudrait faire les statistiques. Je ne sais pas exactement s'ils en sont là avec les modificateurs actuels, etc. Mais tu vois, je n'ai pas cette réaction épidermique de il n'y a pas de contre, il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de contre dans ce qu'on a envie de jouer en 1.5 avec des gros packs d'infanterie qui tiennent le sens. Parce que là, littéralement, bah, on va affronter une armée de bombardiers. Donc, c'est c'est un petit peu frustrant pour certains. mais, euh, mais voilà, enfin, et de la même manière, on a des listes KO. Je pense à un concept sur lequel est en train de jouer Ayaz, qui lance ses sorts à plus 4, plus 3 avec énormément de blast. Est-ce que tu es capable, en fait, à la fois d'aller chercher les mages suffisamment vite sans te faire choper par les unités capables de te one-shot une lanterne assez vite? Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont pour moi très intéressants. Et bien sûr, cette liste-là, si vous la jouez en associatif, vous allez vous faire taper dessus, déjà parce que vous allez foutre 1200 balles dans des lanternes et le mec va vous dire bah t'aurais pu payer une table à l'assaut et puis une armée normale. Mais mais encore une fois dans le hyper compétitif et encore une fois sur un jeu comme Warhol où en fait le coût enfin c'est un coût en clic, hein, donc oui peut-être que les serveurs chauffent un petit peu plus quand il faut générer des lanternes sur Warhol que quand ils génèrent de l'infanterie, et je suis même pas sûr. Mais globalement le coût est neutre et on a cette armée, cette création intellectuelle en fait qui est là. Et je la trouve assez intéressante. Et alors je pense que mes hommes bêtes détesteraient ça parce qu'étant une armée de corps à corps, ça serait peu fun. Mais je pense qu'il y a moyen justement de jouer sur les défauts de la liste qui sont bah voilà cette absence d'immunité à la psycho, ces petits moments où bah oui, au bout d'un moment, à force de fire and flee, etc. Bah tu vas te replier en bon ordre au moment où tu vas sortir de table. Donc non, il y a pas mal de petites choses assez marrantes et clairement, ouais, c'était assez intéressant de l'avoir ce matin. Bon, ton adversaire a peut-être pas fait les meilleurs choix, ton adversaire a peut-être aussi pas été aidé au niveau de ses dés d'artillerie, et au niveau des tirs de canon, des brochettes qu'il a pu faire, etc. Sur tes petites erreurs de placement que tu avais. Alors, soit que tu avais laissé faire, soit que tu avais dit, bah voilà, je vais te donner une chance, je veux que tu te passes un bon moment, donc voilà, tiens, je te laisse me toucher trois lanternes d'un coup avec ton boulet de canon. Mais non, non, c'était. Voilà, encore une fois, j'ai pas cette réaction épidermique. Alors, est-ce que parce que je suis un blasé du compétitif en mode. Bah, vu qu'on a pris des trucs dégueulasses dans la bouche, au final, c'est juste un truc dégueulasse en plus, j'en sais rien. Dans tous les cas, dans les commentaires, vous critiquez la liste et pas le joueur qui le joue, s'il vous plaît. Mais ouais, non, je suis pas. J'arrive pas à être épidermique avec cette liste. Moi, je veux dire, enfin, je comprends la réaction négative parce que, encore une fois, c'est une liste qui est très forte contre certains match-ups et beaucoup moins contre d'autres. Et du coup, quand tu joues une des armées qui est susceptible à ça, donc encore une fois, je pense au guerrier du chaos et aux bretoniens, bah, t'as l'impression de rien pouvoir faire contre. Et je donne, enfin, la partie que j'ai jouée juste avant la partie ce matin, du coup, avec cette liste, c'était une partie contre CGM, qui est un joueur qui, bon, moi, que je considère comme clairement meilleur que moi. Et bah, il s'est pris une raclée. Il a perdu en 4 tours 20-0. Bon, j'ai pris toute son armée, il n'a pas tué une seule unité de mon armée. Et évidemment, quand tu vois ce genre de match-up où euh, tu as l'impression que tu peux rien faire, en gros, que juste, quel que soit le niveau de jeu du joueur, quelle que soit la chance, quels que soient les facteurs, que parce que la liste est telle qu'elle, ça va gagner contre ta liste, je comprends que qu'il puisse y avoir une réaction négative. Mais il y a clairement, la liste, elle a clairement des faiblesses et des match-ups qu'elle veut pas du tout affronter. Comme je l'ai mentionné, le tir, c'est le plus grand contre. En règle générale, en gros, la façon de déterminer si j'ai envie d'affronter une liste ou pas, c'est le nombre de tirs qu'il y a. Parce que dans un duel d'artillerie ou dans un duel de gunline, au final, cette liste, bah déjà, dans toutes les bases, elles peuvent pas tirer. Et les lanternes, elles payent quand même pas mal de points pour avoir tout ce côté, du coup, indémoralisable, de pouvoir se désengager, de contrer les unités de corps à corps. Et toutes ces règles de tir et fuite, etc., toutes ces règles, elles servent à rien dans un duel d'artillerie. Si t'es juste là à 24 pouces de l'adversaire et lui tirer dessus et lui te tire dessus, bah, cette combinaison de règles que j'ai mentionnée au début qui les rend injouables pour les armées de corps à corps, elle sert absolument à rien et tu tires juste avec moins de points sur l'autre que l'autre te tire dessus. Donc, quelque chose comme la force expéditionnaire naine ou l'armée, l'Empire en cité de Nord. Ça, je pense que ça peut être un très bon contre cette armée. Il y a aussi un autre défaut qui est qu'il n'y a absolument aucune attaque magique dans la liste. Donc l'éthéré, c'est un petit peu chiant. Encore que
C'est pas non plus gravissime parce que justement, grâce à cette règle de désengagement, si la lanterne n'est pas trop au bord de la table, si elle se fait choper par un éthéré un petit peu loin du bord de table, tu peux quand même la désengager et du coup, tu peux faire en sorte de pas être constamment bloqué, de pas avoir une banshee qui te bloque ton magistrat. Ce qui fait que malgré le fait que tu puisses jamais tuer l'éthéré, je trouve que cette liste est en fait pas si mal que ça contre le vampire parce que c'est une des rares listes qui a suffisamment de pouvoir de destruction pour one-shot une unité de Graveguard, par exemple. S'il y a les 8 lanternes qui tirent tout en même temps sur une unité, bah, tu as une chance de détruire un bloc de 28 ou de 29 gardes des cryptes, qui fait que oui, finalement, même sans attaque magique, ça peut quand même gérer du vampire, et il y a très peu d'armées qui peuvent dire ça, mais c'est quand même une faiblesse le fait qu'on puisse absolument rien faire contre les terrés. Et enfin, la troisième faiblesse, c'est les objets magiques anti-vol. Et ça, du coup, c'est une des raisons pour laquelle la 1.5 a beaucoup aidé cette liste. C'est que le corps de Fredemont et la bannière de la Malune ont été nerfés. Et ce qui fait que le seul objet magique qui va être vu, je pense en tout cas, au niveau compétitif, qui empêche le vol, c'est justement l'icône de la fureur céleste de KT. Mais encore faut-il avoir le temps de l'utiliser, puisque, comme tu l'as vu dans la partie qu'on a joué au tournoi, j'ai réussi à détruire en un seul coup l'unité de lancier qui avait cette bannière, et du coup il a pas eu l'occasion de l'utiliser. Mais c'est clairement une des techs qui peut rendre la vie difficile à cette liste, vu que passer de mouvement 8 à mouvement 1, c'est quand même très très impactant. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et tu l'as joué contre de l'Oelf double dragon ou pas du coup? Je ne l'ai pas joué, je suppose que... Alors ça c'est aussi entre guillemets une des faiblesses de la liste, que elle est pas très forte contre l'Andu 6. Alors, je vais quand même parler légèrement un petit peu de comment elle est construite. Donc, cette liste, il y a 4 lanternes. Bon, pour moi, en tout cas, il y a deux types de lanternes. Il y a les lanternes que j'appelle de courte et les lanternes de longue. Les lanternes de longue, c'est les lanternes de base, sans aucune option, aucune amélioration, donc qui coûtent 135 points, qui ont les Crane Guns, qui sont du coup des tirs à 36 pouces avec Force 6. Elles ont cet avantage qu'elles sont très peu chères, vu qu'elles coûtent que 135 points, et qu'elles mettent quand même des tirs à force 6 à 36 pouces avec AP2, donc ça peut quand même faire des dégâts, notamment sur des Pégases par exemple, parce que AP2, Armor Bane 2, sur des 6, t'as AP4, donc ils n'ont pas d'armure du tout. Euh, et elles, c'est des lanternes qui vont du coup essayer de rester assez loin du camp de bataille. Et après, tu as les lanternes de courte, qui sont des lanternes où, moi personnellement, je mets des persos à l'intérieur, et je remplace les Crane Guns par des Dragonfire Bombs. Je leur donne du coup les Sky Lantern Bombs, qui sont l'attaque de bombardement. Et ça, c'est des lanternes qui du coup coûtent plus cher, mais qui ont des avantages très grands sur les lanternes de longue, notamment que elles peuvent faire des tirs de contre-charge, ce que les lanternes de longue ne peuvent pas faire, et qu'elles ont une force, elles ont un nombre d'attaques à force 4 qui est extrêmement important, parce que les Dragonfire Bombs, euh, chaque touche que tu as est multipliée par en moyenne 3. Donc ça peut vraiment détruire des blocs d'infanterie à une vitesse incroyable. Mais ça a ce défaut que la force 4, c'est très mauvais contre l'endurance 6. Et du coup, au final, pour gérer l'endurance 6, j'ai que 4 lanternes qui font des tirs de force 6, mais des tirs qui sont du coup euh, qui vont être sujets aux modificateurs à longue portée, aux modificateurs de mouvement, qui fait qu'un dragon au elfe, avec toutes les sauvegardes, qui a toujours une triple save évidemment, en gros, il n'y a pas moyen de le tuer. Et c'est du coup, voilà, c'est une des faiblesses de la liste. Après, clairement, je vais pas non plus. Enfin, quand je vois qu'il y a un dragon elfe, je vais juste pas lui tirer dessus. Je vais essayer de rester hors de son champ de vision. Et les lanternes, vu qu'elles ont quand même mouvement 8 avec mouvement de réserve, elles peuvent se permettre ou elles ont assez de mobilité généralement pour rester hors de portée, soit hors de portée, soit hors de l'arc de vision des gros monstres qu'elles veulent éviter, et de juste se concentrer sur ce qu'elles peuvent tuer. Et les elfes, ils ont quand même beaucoup de choses avec Anti 3 qui doivent pas du tout aimer les Dragonfire Bombs, je pense. Ah oui, non, ça clairement. Mais tu vois, je me dis qu'avec autant de gros socles, et je pense que les joueurs de 40K qui ont joué Imperial Knights, enfin IK, Chevalier Impériaux ou autre, le savent, au bout d'un moment, tu te gênes. Et là, c'est l'une des craintes que je peux avoir pour ta liste. Alors déjà, je t'avoue déjà, moi, avec de Gorgon, des fois, j'arrive à me bloquer moi-même. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que je pense que, comme tu l'as dit, il y a des très très bons match-ups. C'est une très très bonne liste d'équipes. Je pense qu'en liste équipe, elle est même plus puissante
que les autres compos KT qu'on a vus avec la doublette de Sentinelle, etc., qui seront peut-être beaucoup plus simples à jouer en solo parce que bah, la doublette de Sentinelle, tu peux jouer contre du contre vampire, des choses comme ça selon les compos. Mais non, je pense que ça peut être sympa. Et quand tu me disais que en mettant toutes les sentinelles, enfin toutes les lanternes sur le pack de Graveguard, tu tombais, c'est en prenant en compte le pack de Graveguard arme lourde ou tu prends en compte le pack qui est un peu plus à la mode avec arme de base bouclier Alors, je pensais au pack avec armes lourdes, et aussi, je pensais au fait que, alors, comme tu vois dans les listes, j'ai pris une unité de 5 lanciers, juste en gros pour avoir. Enfin, en fait, ils ont deux rôles. Bon, un des deux rôles, c'est de contrôler un objectif, parce que des fois, tu as un objectif qui va se retrouver plutôt dans ta base et tu vas pouvoir le contrôler sans vraiment t'approcher de l'ennemi. Et l'autre, c'est juste de pouvoir prendre le masque de l'alchimiste, parce que c'est un des gros avantages des lanciers, quand même, que leurs champions peuvent prendre 50 points d'objet magique. Et du coup, enfin, le scénario auquel je pensais et qui est arrivé du coup dans une de mes parties, c'est que j'ai pu mettre Plague of Rust sur une unité de Graveguard, et c'est sans doute ça qui a permis du coup sa destruction complète. Parce que c'est vrai qu'avec bouclier et sans Plague of Rust, ça risque d'être difficile, mais en deux tours, peut-être que ça se fait. Euh, je pense que, enfin, il y a clairement surtout s'ils sont placés de façon avec beaucoup de rangs, où les attaques de bombardement peuvent vraiment être impactants. Je pense que il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Et mais ça dépend. Bon, ça dépend de la chance. Ça dépend. Est-ce qu'ils vont passer leur régénération, etc. Mais en tout cas, c'est possible de one-shot un pack de Graveguard et ça s'est produit dans une même partie. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres. Donc voilà, là c'est la liste que tu as testée, donc sans trop spoiler, tu la joues donc au tournoi en ligne Sword and Baguette. Tournoi en équipe qui va se durer donc là jusqu'à la première semaine d'août, si j'ai pas de conneries. Et ton feeling, est-ce que tu as déjà des axes d'amélioration? Est-ce que tu as déjà des éléments qui ressortent comme vraiment, ouais, là il faut que je change ça parce que j'ai peut-être une lanterne de trop et il me faudrait un Shungengan en plus. Qu'est-ce qui te. Si là, après seulement deux ou trois parties avec la liste en 1.5 et en tournoi, tu devais penser évolution de la liste, est-ce que tu resterais vraiment sur le même concept en disant non, je pense que je suis au top ou tirer faire bouger les choses? Alors, je pense que je resterai sur la liste parce que j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que je voulais mentionner avant quand tu as mentionné du coup la brochette de lanterne. Pour l'instant, c'est une liste où j'ai l'impression que j'ai pas vraiment été challenge dessus et qui fait que je suis un petit peu. C'est difficile d'être discipliné parce que souvent avec cette liste, tu as l'impression que tu as beaucoup de marge d'erreur et du coup, tu vas pas vraiment faire attention à tes mouvements de réserve, tu vas être moins discipliné que, euh, que ce que tu dois être normalement pour regagner des tournois. Et j'ai l'impression que je dois déjà essayer de gagner cette discipline et de voir comment la liste joue quand je la joue bah, vraiment bien, parce que pour l'instant, j'ai l'impression de la jouer vraiment un petit peu relax, quoi. C'est-à-dire que bon, je bouge une lanterne là, je bouge une lanterne là, et je me repose sur le fait que je vais pas pouvoir être attrapé au corps à corps et que je vais être. Enfin, pour l'instant, les armées que j'ai jouées, c'était surtout des armées du coup qui n'ont pas vraiment de moyens de la contrer. La partie ce matin de ce tournoi, c'était un peu excellent dans le sens où c'était une armée qui pouvait contrer ma liste, puisqu'il avait l'icône de la fureur céleste, puisqu'il avait des gros tirs, mais il n'était pas au top au niveau des règles, et du coup, et aussi il a eu très peu de chance, faut le dire, sur les tirs de canon, et aussi sur le lancement des sorts, vu que en haute magie, il a eu ni Marche entre les mondes, ni la tempête, ce qui l'aurait quand même beaucoup aidé. Euh, du coup, j'ai l'impression, oui, comme je dis, pour l'instant, cette liste, elle n'a pas encore été vraiment tester. Du coup, j'ai pas l'impression que je peux vraiment dire quelles sont les choses à améliorer. Alors, les choses, évidemment, il y a des sujets qui me viennent en tête, comme tu as mentionné les chardes de la gueule pour faire des fiascos. J'y ai pensé, je l'ai joué dans une version précédente de la liste. J'avais le sentiment que il y allait avoir pas mal de listes qui avaient pas beaucoup de magiciens et que les 40 points allaient peut-être pas me servir à grand chose. Bah, je pense par exemple à la liste déjà bon, toutes les listes naines. Dans le tournoi, il y a beaucoup de listes qui arrivent en force expéditionnaire. Par exemple, j'ai vu la liste guerrier du chaos que JP joue. Il a juste un niveau 1. Bon, si tu joues contre une liste qui a juste un sorcier de niveau 1, payer 40 points pour ça, c'est pas génial. Euh, du coup, je réfléchis à l'inclure. C'est un bon objet magique. Je suis, J'aimerais juste d'abord être sûr que dans la méta, va y avoir suffisamment de magiciens pour que ce soit rentable. Un autre sujet auquel je pense, c'est, je l'ai mentionné aussi au début de la vidéo,
d'avoir un niveau 1, juste pour avoir un niveau 1 qui peut dissiper des sorts, un Sharingan du coup. Et aussi parce que je pense qu'il va attirer pas mal de tirs sur lui, et ce que je pense qu'il y a un piège, parce que je pense qu'il faut directement cibler les lanternes. Mais je pense que si je mets un petit Sharingan niveau 1, il y a pas mal de joueurs qui vont vouloir le cibler lui. Il va attirer pas mal de tirs sur lui, il va me permettre de faire plus de dissipation que d'avoir juste une seule dissipation fatidique, ce qui est quand même donc il va quand même apporter beaucoup en résistance à la magie. Le problème, c'est que je veux dire que j'aime quand même beaucoup cette symétrie qu'il y a dans les listes actuelles entre il y a les 4 lanternes de longue avec des Crane Guns qui n'ont pas de personnage, il y a les 4 lanternes de courte avec les personnages à l'intérieur, les deux magistrats ils ont tous les deux une invue. Ça donne une symétrie qui est juste est agréable esthétiquement pour moi, et le fait qu'il n'y ait aucune magie, ça donne aussi une sorte de ça donne une personnalité à la liste que j'ai pas forcément envie de changer. Du coup, je pense que pour l'instant, je vais rester sur cette version. Ah, je vous l'avais dit que c'était un joueur lore. Voilà, il veut un équilibre parfait à droite et à gauche, le yin et yang. Non, voilà, c'est un joueur capté dans l'âme. Et puis, voilà, bientôt il nous sortira que le spam de lanterne c'était son armée de cœur. Bah, ça marche. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un truc dont tu voudrais parler avant qu'on se sépare, avant qu'on se quitte? Juste pour moi que la 1.5 elle a apporté beaucoup de nouveautés au jeu, et que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de listes entre guillemets méta ou des listes compétitives qui n'ont pas encore été explorées. J'ai quelques idées moi-même sur ou même par exemple les nains du chaos. Tu l'as mentionné dans ta vidéo, tu as fait tu sais, une tier list des meilleures armées après en 1.5, et tu as mis les nains du chaos en S. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui les mettraient aussi haut. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'il y a des listes très fortes à faire en nains du chaos qui n'ont pas encore été vraiment explorées. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres armées comme ça qui ont voilà, l'opportunité de faire des listes qui se basent plus sur les objectifs, plus sur une destruction complète. Les guerriers du chaos aussi en ce moment, pour moi, c'est entre guillemets, c'est un mystère les guerriers du chaos dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont tellement d'options et j'ai vraiment aucune idée de quelle liste guerriers du chaos va être considérée comme la meilleure dans 2-3 mois. Parce que en base, par exemple, ils ont les chevaliers du chaos qui sont bons, les déchus ils sont bons, les guerriers du chaos ils sont bons. En caractère, ils peuvent prendre un spam de level 1 qui maintenant sont devenus extrêmement forts. Ils peuvent toujours prendre des dragons. Voilà, j'ai l'impression qu'on est face à une explosion des possibilités avec la 1.5, et j'espère que ça va être exploré par tout le monde et que on a encore beaucoup de choses à découvrir. Ouais, pour l'Inde du chaos, c'est mon hot take. Alors, encore une fois, j'ai sûrement tort parce que encore une fois, mes calls ont été souvent très impressionnants sur certains sujets. Mais ouais, j'ai une vraie confiance dans le guerrier du chaos, dans le nain du chaos, parce que pour l'avoir joué en début de version l'année dernière, il n'avait que comme mauvais match-up les saletés de Behemoth. Alors, même si la liste Big Daddy a un petit peu changé les choses. Mais tu avais vraiment une espèce de course au point. Et je me dis, c'est une armée qui a de très bonnes bases pas chères, des bases capables de tanker dans des proportions vraiment très impressionnantes, des très bonnes machines de guerre très fiables. Et je me dis, voilà, dans un univers où on va jouer un petit peu plus sur les objets, où toutes les armées qui castaient à plus 5, plus 6 bah, vont commencer un petit peu disparaître pour du plus 3, pour du plus 3, etc. Donc, est-ce que bah, les petits sorts des nains du chaos qui mettent des malus pour toucher, pour protéger contre les gunlines, enfin, j'ai l'impression que c'est eux qui ont la meilleure boîte à outils pour la 1.5. Ils ont même des objets qui réduisent les invulnérables au corps à corps, donc il y a même des trucs un petit peu sympas sur les trucs un petit peu surprenants qui apparaissent en ce moment. Donc ouais, j'ai une vraie confiance dans le nain du chaos. Alors, est-ce que j'ai tort ou pas? En soi, c'est pas très important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous énormément de possibilités dans les différentes armées. Et bah, comme tu le dis, le guerrier du chaos qui a un nombre, bah, qui a 3 armées vraiment très différentes en termes de potentiel, qui peut être très fort en magie, qui peut toujours, bah, qui a accès maintenant à l'exalté en fait sur Dragon, qui a accès à beaucoup d'unités rapides avec des champions pour aller prendre les défis à la place de l'exalté. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont encore possibles pour le guerrier du chaos et qui vont pouvoir évoluer. On a les morts vivants qui sont terrifiants déjà de base parce qu'ils sont bien dans cette nouvelle version, et avec cette espèce de couac sur la régène qui les rend over the top, vraiment très cool. Je suis très content en fait de cette boîte à outils. Le nain est fantastique. Les elfes commencent à avoir des packs insupportables comme il se doit avec des unités où tu te dis mais c'est pas grave, je vais les dégommer. Et d'un seul coup tu te dis ah ouais, attends, initiative 7 moins 1 pour être touché.
Ah ouais, donc même si je te charge, je perds 5 mecs et en retour je t'en tue un. Ouais, ça a l'air nul. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs au moment où tu dis, ouais, on joue à un nouveau jeu, quoi. On n'a pas changé les règles fondamentalement. On a tweaké de l'infanterie. Alors j'ai envie de dire, les mecs ils disent, ouais, mais les règles de l'infanterie, elles ont changé. Ouais, mais on s'en fout, vous en jouez pas avant de l'infanterie. Donc au final, les conséquences sont pas très graves par rapport à vos habitudes. Donc ouais, très, très, très content. Bah écoute, merci à toi. Eh ben, merci de m'avoir eu sur le podcast. J'espère juste que ça a été intéressant pour les gens, du coup, qu'ils aient pu découvrir des nouvelles choses. Et alors, juste pour revenir très rapidement sur le nain du chaos, ils ont aussi eu quelques petits buffs comme ça, par-ci par-là, bah, notamment le fait qu'une de leurs spécialités, c'était l'endurance 7, qui était contrée par le poison. Maintenant, le poison a été nerfé dans les oubliettes. Donc, brusquement, l'endurance 7, ça devient à nouveau excellent. Ils ont accès à l'élémentalisme et la démonologie. La démonologie, c'était un domaine qui, moi, je trouvais vraiment pas terrible. Et maintenant que la résistance à la magie est devenue tellement forte, euh, vu que c'est un domaine qui est basé quasiment exclusivement sur les Sur les buffs. enchantements et les sorts de transfert, c'est un domaine qui interagit pas du tout avec la résistance à la magie et qui du coup est aussi très fort, aussi avec le fait que l'infanterie devienne plus importante. Du coup, Seed of Shadow, ça devient un des meilleurs sorts de transfert du jeu. L'élémentalisme, ça a été, à mon avis, ils ont reçu un buff, malgré le fait que TMP était légèrement nerfé. Le fait que ce soit clarifié que Earth and Rampart fonctionne vraiment comme ça, très agréable. Donc ils ont accès à des bons domaines de magie. Ils ont accès à l'endurance 7 qui devient super intéressante. Ils ont accès aux hobgoblins en base qui sont excellents. Enfin, moi, c'est une armée qui m'intéresse beaucoup et si c'est aussi de wishlist, moi, j'aimerais bien que tu fasses du coup une vidéo sur les nains du chaos parce que je trouve que ce serait vraiment super intéressant de voir plus de gens jouer et que plus de gens découvrent cette armée. Et je t'avoue qu'il y a un petit monde où la prochaine saison, là je l'ai faite en Hombed, donc de juillet de l'année dernière à maintenant. Peut-être qu'à partir de septembre, je jouerai de nouveau en Nain du Chaos, comme je l'ai fait de février à juillet de l'année dernière, pour reboucler et pour varier un petit peu. Parce que mon armée d'Hombed, je joue un petit peu la même chose pour le moment. Alors ça va évoluer, mais ouais, le Nain du Chaos, le Nain du Chaos, j'y crois. Et puis un nain chaotique, donc un mec qui râle et qui aime bien foutre le bordel, ça me correspond tellement. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir des sujets sur les nains du chaos sur la chaîne. Donc voilà, ta wishlist normalement devrait être exaucée. Il faut juste que je joue avec Cassic s'il a envie de peindre du barbu à haut chapeau d'ici les prochains mois ou pas. Ouais, super. Bah écoutez, merci à tous. Allez, c'est le moment de l'outro un peu cringe. Pensez à liker, partager, vous abonner, etc., sur tous vos éléments. Je sais, les pubs c'est chiant, mais c'est le moteur économique de la chaîne, hein, c'est notre seule rentrée d'argent, donc désolé si vous êtes partie des personnes qui n'ont pas de blog sur sur leur page YouTube. Merci à vous de participer au financement de la chaîne. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.